Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci, chers étudiants, d'être là un dimanche après-midi. Éternels étudiants que nous sommes les uns et les autres. Très heureux de vous accompagner. Je m'appelle Nicolas, je suis, comme vous, un étudiant qui vient continuer d'apprendre éternellement. Moi, j'en ai en plus fait mon métier parce que comme je ne connais rien, j'ai décidé d'être journaliste et d'être payé pour apprendre. Voilà, éloge de la flemme. Et donc, je viens apprendre avec vous. J'ai beaucoup d'idées reçues. J'en ai aussi fait mon métier. Et donc, je viens essayer de lutter contre cela. Je vais avoir besoin de votre complicité en vous demandant chacune et chacun de mettre vos téléphones sur silencieux. Et une fois que je vous ai dit ça, ça nous permet de suspendre un tout petit peu le temps, d'oublier la compétition des sonneries des années 80 et de se dire qu'on va pouvoir échanger tranquillement avec celles et ceux qui sont là. Et je voudrais mettre une petite pression particulière à nos intervenants. Je vois qu'il y a dans la salle une jeune fille qui est très très jeune. Je voulais te saluer. On se tutoie à peu près le même âge. Et je voudrais qu'on s'adresse à toi, qui représente la nouvelle génération. Tu as quel âge ?
6 ans, mesdames et messieurs. On a une lourde charge cet après-midi. C'est que cette jeune fille qui a 6 ans, un peu plus certainement, 6 ans et quelques, je voudrais qu'on fasse pour elle le maximum pour transmettre aussi un joli savoir et peut-être lui éclairer le chemin qui l'attend et lui donner peut-être quelques pistes de réflexion. Donc merci d'être notre lumière dans cette salle, mademoiselle. Je vous présente celles et ceux qui ont accepté l'invitation. Ils vont nous dire d'abord pourquoi ils sont là. J'aime bien le faire sur chacun des débats, que chacun justifie sa présence. Et à chaque fois, je vois si vraiment les uns et les autres sont justifiés ici. Et comprenez bien que s'ils s'étaient plantés de salle, on les mettrait dehors immédiatement, parce qu'ils n'auraient peut-être rien à dire sur le sujet. Je voudrais commencer avec vous, chère Claire, juste pour failloter, parce que vous nous offrez du vin exceptionnel à table, et me dire qu'est-ce que vous faites, vous, là, alors que vous dirigez, vous êtes propriétaire récoltant, vous dirigez le château La Tuilière, vous êtes fondatrice de Vignes Secrètes. On est d'accord que vous êtes plantée, vous n'avez rien à faire ici, quand on parle de tradition et de mouvement. Alors non, je ne suis pas du tout d'accord, on ne me suis pas du tout plantée, parce que d'une part, j'ai toujours aimé apprendre, débattre, écouter les autres. Donc même si je n'étais pas propriétaire récoltant, je viens depuis longtemps à la Cité parce que je trouve que c'est formidable ce mélange de personnes qui font part de leurs convictions, de leur expérience, etc. Et alors sur un thème comme tradition et mouvement, très honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur la vigne, la viticulture. Donc je suis très très heureuse que Sylvain Kern ait osé inviter une vigneronne. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, son fan club peut applaudir bien sûr, parce que j'ai entendu que ça partait, bien sûr. Et on est très heureux que vous puissiez parler de ça. Sydney, pardon, mais vous êtes un groupe de communication, Altavia, en quoi ça vous concerne cette question? Alors je crois que mon micro marche. Oui. C'est bon. Alors nous, on est effectivement un groupe de communication et justement, ces métiers ont complètement été révolutionnés ces dernières années. Donc aujourd'hui, on a près de 3000 collaborateurs aujourd'hui dans une quarantaine de pays et je pense qu'aucun d'entre eux ne faisait ce métier comme il le faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et ça peut changer tous les jours, évidemment. Et ça peut changer tous les matins. Apollonia, on est ravis de vous avoir avec nous. Au-delà de votre nom qui nous fascine, vous êtes fait un prénom depuis de longues années en portant cette belle maison. Moi, je voyais votre entreprise côté tradition et pourtant, nous, consommateurs, on vous pousse au mouvement. Racontez-nous ce que vous représentez aujourd'hui et qui vous représentez. Alors moi, je suis la 3e génération en charge de la boulangerie de ma famille. J'aime prendre mon temps. J'aime aussi et surtout apprendre. Je paraphrase Claire, mais j'aime apprendre et je pense que, je crains que j'apprendrai plus de vos questions et de vos regards et de notre rencontre aujourd'hui que l'inverse. Mais en tout cas, merci de m'accueillir. Pour qu'on sache, le Poilane, en fait, ça représente combien de personnes, d'établissements? Racontez-nous. Alors, Poilane, c'est une boulangerie qui est d'abord et avant tout implantée à Paris depuis 90 ans. Nous avons 5 adresses. On vient d'ouvrir notre 5e boutique dans le 17e. C'est 150 paires de mains qui façonnent du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères et qui chaque jour œuvrent pour nourrir un quartier, une ville et au-delà de ça, une région. C'est joliment raconté, évidemment. Alexandre, pareil, vous êtes planté, vous êtes dans le monde de l'hôtellerie, notamment des casinos et plein de choses. Qu'est-ce que vous faites sur ce débat, cher Alexandre? Écoutez, quand j'ai reçu votre invitation, je me suis posé la même question. Et après, réflexion, je représente avec ma sœur Joy la 4e génération du groupe Barrière. Donc c'est 33 casinos, 18 hôtels, 140 restaurants et bars, entre autres. Et donc c'est le fait que ma sœur et moi soyons la 4e génération, il y a une forme de transmission. Et la tradition, par définition, résulte d'une transmission. Donc il faut arriver à trouver le bon dosage entre savoir évoluer avec son temps sans jamais trahir ses valeurs. Et on aura plein de questions à vous poser sur le sujet. Ramdan devrait nous rejoindre, j'espère, dans quelques minutes. On a la chance d'avoir un étudiant qui est ici, qui a préparé... je voudrais qu'on l'encourage, qu'on le salue, s'il vous plaît, qu'on l'applaudisse, parce que lui, il a préparé le débat. Salut camarade.
Et il s'est fait planter par ses copains qui ont fait la fête cette nuit, qui sont pas venus cet après-midi, qui nous inventent le Covid, tu parles. Et voilà, donc merci d'être là, je vous laisserai la parole dans quelques instants. Je voudrais, merci jeune homme, je voudrais que l'on puisse parler de ce qui nous réunit là. Finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de tradition et de quoi parle-t-on quand on parle de mouvement? J'ai l'impression que derrière le mouvement, il y a peut-être la notion d'innovation, la notion de changement, la notion de transformation aussi. Apollonia, la tradition, on la voit. Chez Poilane, le mouvement, ce serait quoi? Alors, chez nous, la tradition, c'est un savoir-faire. Oui. Je suis très mal à l'aise avec le mot tradition parce que ça donne l'idée qu'on est figé dans le temps. D'accord. Or, en fait, chez nous, la tradition, c'est une tradition de transmission, c'est une tradition d'un dialogue entre techniques passées, techniques contemporaines, celles qui vont nourrir la fournée d'aujourd'hui, mais qui, en final, vont faire que dans un an, dans quelques heures, quand on passera d'un morceau de levain à la fournée suivante, eh bien, on aura transmis quelque chose. Et donc, pour moi, ce mouvement-là, c'est celui qui importe et c'est celui qui me nourrit au quotidien. Le mouvement, est-ce que c'est dans la manière de changer? Est-ce qu'on change des recettes? Est-ce qu'on change son rapport à la consommation que l'on sait de plus en plus responsable? Au mouvement dans lequel nous entraînent les consommateurs, la société en général? Alors, plus que changer, c'est ne pas être coincé dans des acquis ou ne pas penser que l'on est dans une position qui est éternelle. Pour vous donner un exemple, quand vous êtes au fournil, d'un jour à l'autre, vous allez répéter en apparence les mêmes gestes. Vous allez pétrir la pâte, vous allez la laisser reposer, pousser une première fois, vous allez la façonner, vous allez la laisser reposer une deuxième fois dans sa forme finale, et ensuite vous allez cuire le pain. Et vous pourriez être tenté de penser que d'un jour à l'autre, c'est exactement le même geste. Sauf que d'un jour à l'autre, le temps est différent. Il fait chaud, il fait froid, il fait sec, il fait humide. La saison est différente. On est au début de la récolte, on est à la fin de la récolte. Le grain de blé serait resté 1 an dans un silo et aurait été transformé quelques semaines plus tôt en farine. Et tous ces petits changements, c'est ce qui font que d'un jour à l'autre, d'une fournée à l'autre, et je vais même aller jusqu'à l'humeur que l'on a ce jour-là, n'est pas la même. Et tous ces changements-là, c'est ce qui font que notre métier, littéralement d'une fournée à l'autre, n'est jamais le même. Et c'est ça qui est excitant. C'est ça qui fait que, ça fait un peu plus de 19 ans que j'ai pris la suite de mes parents, mais c'est ce qui, moi, m'anime au quotidien. C'est de me dire que rien n'est acquis, que tout est en mouvement, que ça n'est pas tellement changer, mais comprendre et nourrir son savoir-faire, sa bibliothèque de référence, son expérience pour savoir avoir comme autant de petits outils pour s'adapter à la prochaine fournée, par exemple. J'imagine que Claire peut faire le parallèle. Merci Apollonia, parce que Claire, vous pouvez faire le parallèle avec finalement aussi votre quotidien, avec la vigne, avec le vin. Oui, alors je vais dire un peu la même chose qu'Apollonia. Merci, on va passer la parole à Sydney alors. Non. Mais en revanche, moi, la tradition ne me fait pas peur, au contraire. La tradition, ça vient de tradere. Tradere en latin, c'est transmettre. Dans le monde de la vigne et du vin, ça fait des milliers d'années qu'on transmet des savoir-faire. Donc la tradition, on en a absolument besoin. Si, notamment en France, on a des vins exceptionnels, qui sont connus dans le monde entier, qui sont un atout pour la France, c'est parce qu'il y a eu des milliers d'années de transmission de savoir-faire. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et les savoir-faire en France autour du vin, ils viennent essentiellement de la notion de terroir qui a été protégé par les AOP, les appellations d'origine protégée que vous connaissez. Et terroir, ça veut dire quoi? Terroir, c'est le mélange entre un climat, un sol et des savoir-faire. Et ça sera toujours vrai pour cultiver la vigne et produire du vin. Donc c'est essentiel. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. Évidemment. Donc vous allez me poser la question, j'imagine, sur le mouvement. Oui, je vais vous poser la question sur le mouvement, Claire. Alors, puisque vous me posez la question sur le spontanément. mouvement, je me suis interrogée sur la raison pour laquelle on n'avait pas parlé d'innovation, mais on avait parlé de mouvement. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que le mouvement, il peut être rectiligne ou il peut être circulaire. Et dans le mouvement, en tout cas dans la vigne, et je pense que c'est vrai peut-être chez Apollonia et chez mes collègues, eh bien, il y a ces deux genres de mouvements. Il y a le mouvement rectiligne qui s'apparente plus à l'innovation et qui est notamment l'apport de toute la technologie, on pourrait y revenir, que l'on utilise grandement
effectivement, pour améliorer la culture de la vigne et la production de vin. Mais il y a aussi le mouvement circulaire où on retourne vers la tradition pour notamment s'adapter aux 3 grands changements qui finalement impactent mon métier aujourd'hui, qui sont le changement climatique, le changement des marchés et le changement des clients. D'accord. Et parfois, on est rectiligne, on avance grâce à la technologie, parfois, on utilise la tradition. On pourra donner des exemples plus tard. Et j'aurais des questions à vous poser, évidemment, là-dessus. Sydney, Altavia, joli groupe dans la communication, très complet. D'ailleurs, vous allez nous en dire peut-être un exemple. Qu'est-ce qui est du domaine de la tradition, finalement, chez Altavia? Qu'est-ce qui est du domaine du mouvement, de l'innovation, du changement, de l'évolution? Alors, je vais vous décevoir, pas grand-chose en réalité. Dans notre métier de communication et de marketing, on se réinvente à peu près tous les jours. Oui. Il n'y a pas grand-chose de traditionnel. En revanche, il y a un objet qui, lui, est resté le même depuis la nuit des temps. Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a des écoles qui disent que la première publicité, c'était une affiche dans la Rome antique pour faire la promotion d'un combat de gladiateurs. Ouais. D'autres, une signalétique pour des latrines publiques à peu près à la même période. Et donc l'objet, quand on y réfléchit, c'est toujours le même, c'est faire venir, faire acheter, faire revenir. C'est souvent ce que je dis quand j'explique à des enfants ce que je fais comme métier. Oui. Et ça, c'est un peu un invariant, ça ne change pas. En revanche, la manière dont on le fait, ça change tous les jours et je pense qu'on a un bel exemple, puisqu'encore une fois, les métiers qu'on fait aujourd'hui dans les métiers de la communication et du marketing n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, et sans doute ceux qu'on fera demain. Alors, vous faites quoi concrètement? Racontez-nous pour ceux qui ne connaissent pas Altavia. Alors, nous, on a un peu plus de 70 agences dans le monde. On couvre un scope extrêmement large en matière de communication et de marketing. On fait un peu de tout en réalité. On fait des spots télé, de l'affichage, du print, du digital. Donc, ça serait un peu long de vous décrire tout ce qu'on fait. En revanche, on a une target client. C'est ça le dénominateur commun de l'ensemble de ces agences. On travaille pour des commerçants ou des enseignes commerçantes. Donc plutôt du retail ou des distributeurs qui distribuent des enseignes. On a des clients potentiels formidables autour de la table. Je suis venu pour ça. Hein. Mais évidemment. Ils peuvent représenter des maisons incroyables. Ils représentent des maisons incroyables avec une tradition. On n'a qu'à voir les noms qui sont ici et le château. On pourrait vouloir valoriser ça en marketing et rester sur cette petite poussière savoureuse. Voilà. Et en fait, ils ont tous dépoussiéré, j'ai l'impression, leur marque, etc. Est-ce que finalement, derrière cette tradition, on a de quoi dépoussiérer, moderniser pour attirer une nouvelle génération, des gens qui ont été lassés par la marque ancienne, etc. Vous intervenez aussi à ce niveau-là? Absolument. Je pense que la vraie modernité, c'est justement la réinterprétation de ce qui a pu se faire dans le passé. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'on est dans des cycles continus. Je suis assez sceptique sur le fait qu'on réinvente tout le temps. En réalité, même inconsciemment, je pense qu'on reproduit beaucoup. Et les marques, notamment de mode ou de haute couture, sont un bel exemple parce que aujourd'hui, ce sont ceux qui drivent un peu l'innovation, en tout cas dans nos métiers de la communication et du marketing. Et pourtant, quand on regarde, c'est toujours des vieilles maisons qui ont parfois plusieurs centaines d'années. Et en revanche, ils ont su à chaque fois se réinventer. Et d'ailleurs, quand elles ne sont pas vieilles, elles tentent de se rajouter un truc du 19e siècle pour faire style. On a une super tradition. Alexandre, la tradition et le mouvement dans un groupe hôtelier, dans un groupe de luxe, comment est-ce qu'on allie les deux? Je pense qu'il faut d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est opposé? Oui. La tradition d'aujourd'hui, c'est le résultat du mouvement d'hier. Donc, et je dois dire que je ne suis pas fan de, à chaque fois, quand on me dit il faut faire moderniser. Non, il faut adapter le produit à nos clients, à nos collaborateurs, afin qu'ils aient une meilleure expérience au sein de nos établissements. Et on n'est pas dans l'idéologie, mais faire du moderne pour faire du moderne, je vois pas l'intérêt. Nous, on se concentre sur ce qu'on sait faire et on essaie de faire le meilleur produit pour nos clients et nos collaborateurs. Voilà. Alors après, ce que certains appelleront de la tradition, de la modernité ou de l'innovation, voilà, c'est comme le jeunisme. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément
apporte des idées nouvelles. On peut être jeune et déjà un vieux con. Hein. Exactement. Ne me regardez pas. Juste, il y a quelque chose qui est important, et notamment dans vos établissements, et peut-être pour vous, vous allez nous le dire, c'est que ce mouvement, il est aussi dans la manière d'être de vos collaborateurs. Quand on pense à tradition, modernité, on pense aux produits, très souvent, on peut penser aux lieux, mais il y a finalement l'évolution du savoir-être, l'évolution des expertises. Ça, vous l'accompagnez en revanche tout au long du chemin, tout au long du parcours professionnel de vos équipes. C'est évident qu'on essaie de l'adapter aux attentes de nos clients. Mais il faut savoir aussi qu'une des particularités, une des forces du groupe Barrière, c'est qu'on a des collaborateurs extrêmement fidèles et qui ont parfois plus de 40 ans de maison et donc qui ont connu quelqu'un qui avait 8 ans et après ils le connaissent quand il est parent et marié et avec un enfant. Donc je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. Après, les nouvelles technologies peuvent nous aider à améliorer la qualité de service et aussi à faciliter le travail de nos collaborateurs. Il y a énormément de tâches, on va dire, administratives qui sont répétitives, rébarbatives. On essaie de les automatiser pour que nos collaboratrices et collaborateurs soient plus au contact du client parce que c'est, je pense, là où ils sont le plus heureux et c'est là où ils ont le plus de valeur ajoutée pour le client, plutôt que devant un ordinateur à faire 25 fois la même manipulation. Ça vous parle, Apollonia, cette question du savoir-être justement et de... Oui, complètement. Et pour élaborer sur l'exemple d'Alexandre, chez nous, par exemple, une personne qui a appris le métier de boulanger, au cours de sa carrière, va développer, a peut-être différents talents et va devenir demain maître d'apprentissage, va prendre des responsabilités, manager des hommes. On va encore avoir une spécialité autour des pains décorés et tout, prendre la matière pain en finale comme un médium artistique. Et ça, ce sont tous nos chandeliers en pain et les autres pains décorés que nous faisons pour nos clients. Et donc, cette idée de se dire, on s'adapte évidemment à nos clients, mais il y a aussi les personnes, les paires de mains avec lesquelles on travaille et les talents des personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est un dialogue. Et donc, plutôt que de dire tradition ou modernité, modernité étant déjà, quand on le dit, quelque chose de déjà passé dans mon esprit. Oui, le mot, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de contemporain et d'être en phase avec son époque? Et vous dites-vous d'ailleurs que vous êtes une contemporaine par tradition? Alors, effectivement, c'est très self-serving, pardon, mais effectivement, c'est notre baseline. Mais à nouveau, plus largement, mon père avait imaginé ce néologisme qui, je pense, synthétise assez bien la position de notre boulangerie. C'est l'idée de la rétro-innovation. Prendre le meilleur du passé, prendre le meilleur du présent, nourrir l'avenir. Ça vous parle, Claire? Ça me parle parce qu'effectivement, je crois vraiment que la tradition, elle oriente le mouvement et que le mouvement étoffe la tradition. Donc je rebondis un peu sur les propos d'Alexandre et d'Apollonia. C'est pas du tout contradictoire, ça va ensemble. Notamment dans le métier que je représente. C'est vraiment, si on n'a pas l'humilité de comprendre la tradition, pourquoi on a fait le vin comme ci ou comme ça, je crois qu'on n'arrivera pas à s'adapter à des choses qui arrivent et à utiliser les nouvelles technologies, ce qu'on fait déjà évidemment dans les vignobles. Et vous êtes revenu à quelque chose finalement qui fut la tradition, la genèse du vin. On revient au bio aujourd'hui, et vous en particulier. Cette question du bio, on aurait pu se dire il y a quelques années, c'est le mouvement pour faire plaisir à quelques bobos qui voudraient se dire « ouais, regarde, j'ai acheté du vin bio ». Aujourd'hui, on sait qu'on a dépassé largement ça. Ah ouais. C'est un large mouvement de fond. Oui, largement. Enfin, il faut se dire que quand on dirige un vignoble, on est confronté au changement climatique tous les jours. Bon, on a acheté un vignoble il y a 5 ans. Ce vignoble avait gelé une fois en 25 ans. On a pris 3 gels en 5 ans. Wow. Et là, vous avez vu que la grêle est tombée. Donc, nous, on ne l'a pas subi, mais à 5 km, il y a des gens qui ont été ravagés. Donc le changement climatique, on le voit et on vit avec. Et effectivement, on a absolument changé complètement les pratiques culturelles pour éviter d'utiliser des produits chimiques qui sont nocifs à la planète et à l'humain. On ne désherbe plus du tout, on tond, parce que c'est très important d'avoir de l'herbe entre les vignes, ça protège la biodiversité, ça garde l'humidité, enfin il y a des tas de... Donc
Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de dire qu'effectivement le mouvement est circulaire, parce que finalement le biocontrôle, c'est au lieu d'éradiquer par la chimie les maladies, des maladies il y en a, hein, il faut traiter. Si vous ne traitez pas, vous n'avez pas de vin. Enfin, bien sûr. Caricature, mais, oui, mais... ça. On utilise effectivement la diversité des plantes pour lutter contre les maladies, et elles s'équilibrent. Donc ça, c'est très intéressant en fait. Et ça nous éclaire beaucoup. Je voudrais vous laisser la parole, jeune homme, puisque vous avez préparé cette rencontre, et puis le public, on va alterner entre notre étudiant et vous pour pouvoir poursuivre ces sujets, si vous le souhaitez. Je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Thomas, donc je suis en école d'ingénieur aéronautique, donc pas du tout dans vos domaines. Mais il y a plusieurs questions qui peuvent émerger, soit dans ce que j'ai préparé ou dans ce que vous dites. Et il y en a une qui paraît, voilà, j'ai pas envie de choquer certaines personnes. Si, vous inquiétez pas. Le temps entraîne le mouvement et comment le rendre moins effrayant pour les anciennes générations. Parce que vous avez souvent des entreprises familiales et on peut imaginer des jeunes qui veulent des investissements particuliers et les parents qui pourraient dire oui, non, voilà, vous faites pas ça parce que ça contre l'idée familiale de l'entreprise. Et comment on peut gérer ça? Comment on peut concilier l'envie d'innovation des jeunes et l'esprit qui a été insufflé par les parents? Est-ce que vous avez eu des tiraillements dans le mouvement par rapport à la tradition, à la famille, au savoir-faire? Qui veut répondre? Alors, tous les trois, vous êtes concernés puisque vous êtes tous des nouvelles générations, mais de générations qui ont construit ces fameux groupes auxquels vous appartenez. Qui veut commencer à répondre? Apollonia? Moi, je dirais accueillir à bras ouverts le changement, l'innovation, pas avoir peur d'essayer, de tenter. Par exemple, il y a 18-24 mois, on avait avec mes équipes... Alors, pardon, il faut que je vous repositionne un petit peu. Donc, on est dans le fournil, et puis, une fois qu'on a mélangé les ingrédients qui vont faire la pâte à pain, on la laisse reposer une première fois, et ensuite, on découpe ce qui va être le pâton, le volume, qui va bientôt être le morceau de pain une fois sorti du four. Et nous, on les pèse à la main, par expérience. C'est-à-dire que nos boulangers sont formés pendant 9 mois et ils acquièrent dans leurs mains cette notion du poids-volume. Je vais essayer d'être le plus court possible, mais il faut vraiment vous situer. Pour le coup, vous êtes ultra concrète, ça nous fait plaisir. Et donc, on s'est dit... Alors, quand on découpe le morceau de pâte qui va faire le poids-volume de la miche de pain, par exemple, on le fait à la main, on le pèse à l'œil, dans nos mains, et on vérifie avec une balance, mais une vieille balance romaine, le truc qu'on voit avec la justice, avec les yeux bandés. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on gagnerait en précision si on utilisait une balance électronique? Donc on a essayé. Et c'est ce genre de question déjà qui est à la base de notre savoir-faire, qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et concrètement, on a fait cet essai, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on utilisait une balance électronique, on était tellement obsédé par le chiffre, on voulait les 2,1 kg qui allaient faire la pâte à pain, qui allait bientôt faire 1,9 kg de pâte sortie du four, et on se rendait compte qu'on avait pris tellement de temps qu'on mettait complètement en l'air la fermentation du pain, et que, en fait, nos mains étaient beaucoup plus précises, parce que dans le mouvement, pour reprendre ce que vous disiez, et avec cette expérience, en fait, on faisait beaucoup mieux que quand on était dans une notion de précision et de se dire une balance électronique parce que c'est électronique, parce que c'est au gramme près, on va être mieux. Et on est parti de la question de se dire on tente, on essaye, on explore. On s'est rendu compte que là où on pensait gagner en précision, là où on pensait gagner en modernité, là où on pensait gagner tout simplement en technologie, et bien en fait, ça ne servait à rien, et que nos mains restaient quand même un bon outil. Et pour moi, c'est le genre d'exemple flagrant où je me suis dit, c'est génial, si on n'avait pas fait cet essai-là, on n'aurait pas pu avoir la confirmation que ce qu'on faisait était pas mal. Est-ce que ça sera encore vrai demain? Je ne sais pas. Mais chez nous, ce qui est important, c'est de se poser les questions et de ne pas avoir peur de tenter, essayer, se tromper, remettre en cause et aller de l'avant. Apollonia nous donne, et merci, un exemple concret de ce qui peut fonctionner. Est-ce que vous avez été tiraillés les uns et les autres, parce que c'est la question de Thomas, entre les générations qui vous précèdent et avec qui vous travaillez encore? Est-ce que vous avez été tiraillés en voulant les emmener vers un mouvement qu'ils pouvaient refuser, ou par principe ou par expérience? Sidney.
Alors, j'ai entendu dans la question comment rendre moins effrayant l'avenir pour les aînés. Alors moi, paradoxalement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On devrait peut-être demander conseil à nos aînés pour affronter l'avenir, dans le sens où notre génération, en tout cas la mienne, on n'a pas connu de guerre, pas de pandémie jusqu'à récemment, pas d'inflation. Nos aînés ont connu tout ça. Donc, on va dire dans le niveau de priorité ou dans le niveau de difficulté, apprendre à se servir d'un iPhone comparé à se préparer à une guerre, je trouve qu'il y a quand même un gap. Ma grand-mère de 95 ans a un iPad, je tiens à le souligner, j'en suis très fier. En revanche, moi, je suis pas sûr d'être parfaitement préparé à tous ces grands aléas. Et ensuite, je pense qu'il faut faire de la part des choses. Pour moi, le grand danger, c'est les habitudes. Les habitudes. Les habitudes. Et parfois, il y a une petite confusion avec les traditions. Les habitudes, vous savez, c'est cette phrase qui pour moi est la plus dangereuse, c'est j'ai toujours fait comme ça. Ou alors ça marchait bien avant, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas demain. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut en tout cas dans nos métiers combattre, puisque sinon on reste dans nos habitudes, on meurt tout simplement, donc il faut avancer. Et donc c'est ça le principal challenge, c'est comment changer des habitudes, mais je ne crois pas que ce soit une question d'âge. Il y a des jeunes de 16 ans qui sont pétris dans des habitudes et qui n'arrivent pas à en sortir, comme il y a des gens de quel âge vous avez ? Oui, dites au-delà de 48 ans. On est 47. Bon, bref, voilà, c'est pas une question d'âge, et je pense que le sujet central, c'est comment rompre avec les habitudes. Alexandre, sur ce sujet ? Non, pas de tiraillement, parce que j'ai un certain nombre de convictions, et je dis ce que je pense être dans l'intérêt du groupe, que ça plaise ou que ça déplaise. Donc j'ai pas eu de tiraillement personnel. Après, j'ai été un peu frustré quand ça allait pas dans ce que je pensais être la bonne direction, autre chose. Mais en termes de tiraillement, non, parce que je pense qu'il faut... si on est dans un état d'esprit où on veut se conformer à l'ancienne génération pour rentrer dans le moule dans lequel elle veut nous mettre, et puis après, certes, l'ancienne génération a connu la guerre et des pandémies et autres, mais nous a un peu aussi laissé une planète au bord de l'explosion. Donc je pense qu'il faut modérer le bénéfice qu'a apporté l'ancienne génération. Ok. Je parle aux cheveux blancs, pardon, excusez-moi, je fais des raccourcis. La même chose pour vous, parce que alors, vous, il y a autre chose. Claire, vous êtes sympa, mais avec Thierry qui vous accompagne dans cette aventure entrepreneuriale, vous êtes, permettez-moi quand même, ces salauds de Parisiens qui débarquent dans le Bordelais, qui rachètent un château, qui se font plaisir pour prendre des vignobles, etc. C'était pas du tout votre métier, vous déboulez, et vous allez nous faire du vin, et vous allez nous apprendre, nous les Bordelais, comment vous le faites, etc. Je suis pas de Bordeaux, hein, mais je dis ça exprès. Comment est-ce qu'on arrive, quand on a cette étiquette, alors en plus Parisien, vous imaginez, moi Véronais, je m'en sors pas mal, mais alors vous Parisiens, quelle horreur. Et donc vous déboulez là-bas, vous allez dans un château, vous allez dans un vignoble, qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là ? Tous ces gens qui veulent vous apprendre le métier, vous qui arrivez peut-être avec des idées reçues, d'envie énorme certainement d'apprendre et de partager, mais il y a un tiraillement peut-être aussi là, même s'il est le plus récent. Alors, je dirais pas un tiraillement, je dirais que c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile parce qu'effectivement, le milieu viticole, le milieu du vin est un milieu assez fermé. Alors, pas du tout fermé à l'innovation ou au mouvement ou au changement, oui. Mais effectivement, quelqu'un qui arrive d'un autre milieu, d'une autre profession, puisque évidemment, j'ai fait beaucoup d'autres choses avant, c'était vraiment un changement de vie. Claire dirigeait des entreprises, notamment dans l'industrie auparavant. Donc, il y a de leur part une forme d'interrogation, de doute, peut-être parfois un peu de jalousie, voilà. Alors moi, je crois qu'il faut avoir une attitude qui est d'abord humble, donc on essaye d'être humble, mais il faut être en même temps audacieux, c'est-à-dire que, je rebondis sur ce qu'il a dit, moi je ne confonds pas savoir-faire et habitude. C'est-à-dire si quelqu'un me dit, et c'est arrivé dans l'exploitation, quand on est arrivé, on a toujours fait comme ça, là on questionne, et on veut savoir pourquoi. Et s'il n'y a pas de bonne raison, eh ben, on est audacieux et on va changer.
En revanche, si c'est un savoir-faire qui s'appuie sur des choses qui ont été vérifiées, etc., là, on va rester humble et on va dire, ah bah oui, d'accord, on a compris pourquoi, etc. Donc, humilité et audace. Deuxième chose, parce que la question c'était quand même comment on associe les deux. Hein. Oui. La deuxième chose, c'est respect et esprit critique. C'est un peu la même chose d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Respect de gens qui savent, mais l'esprit critique. Bon, moi j'ai été formée à ça, l'esprit critique, et je pense que c'est absolument fondamental dans quelque métier que l'on soit. Après, il y a énormément de travail. Il faut travailler, il faut se former, il faut apprendre. Alors j'ai dit au début que je venais ici parce que j'aimais apprendre et que j'avais toujours aimé apprendre. Eh bien oui, j'ai aussi changé de vie parce que je voulais apprendre des nouvelles choses. Bon, mais il y a travail, mais il y a aussi prise de risque. Parce que je vais vous dire, quitter le comité exécutif d'une boîte du CAC 40 connue dans le monde entier pour, avec son argent, acheter un château viticole, eh bien c'est une vraie prise de risque financière, individuelle, etc. Il y a plus simple comme investissement. Il y a plus simple comme investissement, voilà. Et puis, je dirais un petit peu comme Apollonia, je crois qu'il faut de la curiosité et de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on change beaucoup de choses sur le domaine, mais souvent on le fait par expérimentation. Et ça, je l'ai appris dans le groupe dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans, qui s'appelait Michelin. Michelin, voilà. Il y a d'ailleurs un éminent représentant dans la salle. Et Michelin, qui était une boîte très innovante, qui l'a toujours été, avançait beaucoup par expérimentation. Et je crois que ça m'a marqué et que c'est ce qu'on essaye de faire au vignoble. Voilà. Puis évidemment, on fait des erreurs et on se questionne. Il y a beaucoup d'humilité dans vos propos. Merci beaucoup pour ça aussi. Une question dans la salle avant de revenir à Thomas. Une première question dans la salle, sinon Thomas en a plein. Mademoiselle, n'hésitez pas. Levez la main. Affirmez la main haute que vous voulez prendre la parole. Bonjour, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, donc je m'appelle Elisa Orsoni et je suis étudiante, enfin je viens de sortir de la terminale. Félicitations. Merci. Non, elle sort de la terminale en fait. Et vous allez vers où? De la communication. Quelle horreur. Allez-y. Du coup, moi, ma question, c'était au vu de l'augmentation des crises dans le monde qui apparaissent, que ce soit sociales, économiques ou politiques. Comment arrivez-vous à concilier la tradition et justement le mouvement pour pallier ces problèmes et ces crises? Je ne sais pas si j'ai été claire. Mais... Au cœur des crises... De toute façon, vous inquiétez pas, ils font comme avec moi. Vous venez avec vos questions, ils viennent avec vos réponses, avec leurs réponses. Je fais exprès. Au cœur des crises, justement, et dans ce monde en changement, que ce soit géopolitique d'ailleurs, culturel, sociétal, comment est-ce qu'on arrive à allier les deux? Est-ce que c'est utile d'allier les deux? Est-ce que c'est même une force dans ces mondes changeants? Alexandre, vous sauriez répondre à mademoiselle? Alors, je ne sais pas si je vais répondre précisément à la question. Comme avait dit Georges Marchais, vous avez votre question, j'ai ma réponse. C'est ça. Et on a parlé d'humilité. Et aujourd'hui, on parle beaucoup à chaque fois d'affirmations positives et autres. Et on met le doute comme quelque chose de négatif. Je crois au contraire que c'est quelque chose de positif parce que ça force à se remettre en question en permanence. Et par ailleurs, la certitude est quelque chose de totalement absurde. Je crois que c'était Einstein qui avait dit il y a deux choses seulement certaines dans le monde, la mort et les impôts. Oui. Donc, je pense que le doute est extrêmement utile parce qu'il force à se remettre en question soi-même. Il force aussi à remettre en question les attentes de nos clients et de nos collaborateurs qui sont celles d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles seront encore les mêmes demain? Donc, effectivement, humilité, et je pense que le doute est aussi quelque chose de nécessaire parce qu'il force justement à ne pas avoir de certitude. Merci. On salue les gens des impôts qui viennent d'apprendre qu'ils étaient aussi des pompes funèbres. Voilà. Merci beaucoup pour le... Quelqu'un pour répondre à la demoiselle encore dans ce monde... Oui, Sidney, bien sûr. Non, puisque vous allez vous diriger dans les métiers de la communication, je vais parler de ce que je connais. Alors c'est assez étonnant parce qu'en période de trouble, on se rend compte que notamment les enseignes, enfin les gens pour qui on travaille, se ressentent vraiment sur l'essentiel. Quand ça va mal, nos clients nous demandent retrouver notre ADN, c'est quoi notre raison d'être, pourquoi on est sur cette planète, etc., etc. Et donc pour traverser
ces périodes où on va tous être un peu chamboulés, nos clients qui sont des commerçants et des enseignes, ils se recentrent sur leur base, sur leur essence. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à traverser des périodes un peu troubles. Et c'est riche d'enseignement. Oui, bien sûr. Apollonia, on a l'impression que vous êtes dans un métier qui ne peut pas être perturbé par ce qui se passe autour. Je me trompe certainement? Non, alors, oui et non, puisqu'on mange du pain depuis des millénaires. Néanmoins, les crises que l'on évoquait tout à l'heure nous touchent au premier plan. On parle de l'Ukraine avec le grain, on parle du pétrole et cette source d'énergie qui va ici nourrir nos moyens de transport ou là nous permettre d'accéder aux produits dont on a envie. Et je pense que ces périodes de crise sont une bonne façon de se remettre en cause, de tester des nouvelles choses, pour reprendre ce que je disais un petit peu plus tôt, mais aussi, elles remettent aussi souvent en perspective qu'est-ce qui est essentiel. Alors là, je paraphrase un peu Sidney, mais si on prend il y a 2 ans la pandémie, une des plus grosses recherches sur Google au mois de mars-avril 2020, c'était faire du pain à la maison. Et donc, ce que je veux dire, c'est que mon métier est un métier millénaire, donc effectivement, il y a quelque chose de très basique, très premier, très élémentaire vers lequel on revient parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qui nous rassure et qui nourrit en plus. Un instinct primaire, mais très noble. Exactement. Merci de le raconter ainsi. Merci mademoiselle pour votre question. Thomas. Alors la question va être un peu longue, du coup je vais me permettre de... Ne nous menacez pas. Comment est-ce que quand on est propriétaire, ou du moins qu'on est dans la direction d'un groupe, on peut lutter contre les influences qui peuvent venir de l'extérieur? Par exemple, le vin à Bordeaux, il y a tous les achats chinois. Dans le Bordelais, dans le monde de l'artisanat, il y a soit la décrédibilisation de l'artisanat, ou voilà. Et j'imagine la concurrence dans le commerce, c'est la première des choses. Et monde des casinos, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, voilà. Comment est-ce que le fait de revenir à vos sources, ça peut vous permettre de garder, entre guillemets, l'ascendant sur vos concurrents, plutôt que de dire, je vais faire pareil, puisque c'est la première menace qui arrive? Claire? Alors, d'abord, c'est vrai. Nous, quand on a acheté le domaine, on l'a acheté contre un investisseur chinois. Et oui. Et on en avait vu un autre qui nous intéressait, qu'on aurait pu acheter. Et on avait en face un autre investisseur chinois qui a dit, dès qu'on a eu fait l'offre, de toute façon, quelle que soit l'offre qu'ils vont faire, je rajouterai 50%. Donc, comme on ne voulait pas surpayer, c'est lui qui a eu le domaine. Vous manquez d'arguments. Donc, comment faire? D'abord, je pense effectivement qu'actuellement, il y a énormément d'investisseurs étrangers, notamment chinois, qui viennent acheter des terres en France et des terres viticoles. Donc, soit on se dit c'est un patrimoine qu'on veut garder en France. Alors évidemment, on ne peut pas le délocaliser. En revanche, il se passe des choses parfois, quelques années après, qui sont pas... Il y a des gens qui se comportent très bien, mais il y en a qui se comportent beaucoup moins bien, et avec leurs salariés et avec les terres. Donc soit on a des... Là, c'est l'ancien fonctionnaire qui parle. Soit on a des mécanismes réglementaires, et il fut une époque où on contrôlait les investissements étrangers en France. Donc après tout, pourquoi pas un jour se dire, pour acheter de la terre viticole, il faut peut-être un certain nombre de règles ou de respect. Et puis je dirais qu'il y ait plus de Français qui fassent ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire qui prennent des risques et qui achètent la terre française qui est à vendre. Moi, dans ce projet, il y a eu aussi cette idée que j'avais eu une carrière, j'avais gagné un petit peu d'argent et que c'était bien de rendre à la terre et à la France que j'avais pu gagner par ailleurs. Et je pense que il peut y avoir l'intervention étatique, mais il peut aussi y avoir la prise de conscience des Français qui sont capables d'investir, de se dire que diriger un vignoble ou diriger une exploitation agricole, c'est très très motivant et que c'est très utile pour finalement la cohésion du peuple que l'on forme. Je dois vous dire une chose, c'est que quand
Quand vous partez à l'étranger, moi, quand on a acheté le domaine, il n'exportait pas, et maintenant on exporte 30% de notre chiffre d'affaires. Alors je peux vous dire que c'est difficile. Hein. Oui, certainement. On en bave, il y a des marchés qu'on n'a pas réussi à ouvrir, mais il y en a qu'on a ouverts. Il y a quand même une très grande satisfaction, même quand on n'ouvre pas le marché, c'est qu'en fait, il y a une reconnaissance du savoir-faire et de la qualité de la viticule, enfin du vin français partout dans le monde. Même de la part de concurrents qui nous taillent des croupières. Bien sûr. Parce qu'ils ont des coûts de production moins chers, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes écologiques, et que donc ils produisent moins cher que nous. Mais n'empêche que ils nous admirent. Bon, bah ça c'est une source de satisfaction. Alors il faudrait qu'on nous protège un peu, peut-être par des protections non tarifaires, mais voilà. Alexandre, sur le même sujet, dans un groupe qui est un magnifique groupe français, qui représente bien pour les internationaux qui viennent chez vous aussi, c'est aussi une fierté française dans l'hôtellerie, mais dans le monde du casino aussi. C'est une question qui est assez large. Je vous répondrai en disant que la France fait rêver, et c'est pas juste un slogan de campagne. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion de me déplacer, que ce soit en Amérique latine ou en Asie. Et notamment, particulièrement en Asie, le fait de dire que vous êtes une entreprise française et une entreprise centenaire, c'est quelque chose qui fait rêver. De la même manière, il y a des villes qui, sans doute aujourd'hui, ne seraient pas ce qu'elles sont, sans le groupe Barrière. Je pense à Deauville, La Baule, évidemment. Entre autres. Et l'État, et là je fais référence à aucun gouvernement spécifique, dit il faut mettre en valeur le patrimoine français, mais ce serait bien que derrière il y ait des actions justement pour que le patrimoine français reste aux mains des Français. Et je pense qu'il y aurait effectivement un certain nombre d'actions à faire. Claire justement parlait de pratiques qu'on pourrait qualifier un peu d'anticoncurrentielles. Oui. Dans l'aérien, quand il y a eu des subventions, si je me souviens bien, étatiques, il me semble qu'il y a eu quand même des dispositions de prise. Il se trouve qu'il y a à peu près les mêmes mécanismes dans d'autres secteurs, dans l'hôtellerie notamment à Paris. Si vous regardez tous les palaces, regardez à qui ils appartenaient, ils appartiennent. Bien sûr. Donc c'est très difficile pour des Français de lutter. On n'est censé pas avoir le droit de vendre à perte. Au bout d'un moment, ce serait bien que ce qui a été fait dans l'aérien, les mêmes règles soient appliquées dans d'autres secteurs. Surtout quand le tourisme est si important en France, oui, bien sûr. Juste me permettre de dire que, bon, c'est peut-être anticoncurrentiel, mais enfin, d'autres pays ne s'en privent pas, loin de là. Évidemment. Si vous saviez combien il y a de protectionnisme et de barrières non tarifaires rien que dans le monde du vin, vous seriez étonné. Ne nous faites pas peur. Autre question dans la salle. J'ai une question ici et on reviendra à Thomas après. Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, Émeric, je suis DRH. J'avais une question sur le temps et le temps que la tradition doit prendre pour devenir justement tradition. Dans un univers qui a tendance à s'accélérer, est-ce que c'est une année, 10 mois, 10 ans, 100 ans? Joli sujet de philosophie pour le baccalauréat. Merci Émeric de le proposer. Qui répond évidemment en 3 minutes 24. Je vous laisse pas 3 heures pour répondre. Oui, Alexandre. Encore une fois, le juge, c'est le client et nos collaboratrices et nos collaborateurs. Il faut, je pense, se concentrer sur le produit qu'on offre à nos clients, sur les conditions dans lesquelles on permet à nos collaboratrices et collaborateurs de les offrir et se concentrer vraiment là-dessus. Et pas se disperser à essayer de regarder qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre. Je pense que si on veut vraiment donner le
on va dire, l'ADN, que l'ADN transpire dans ce que l'on crée, il ne faut pas les piquer les idées des autres. Et donc c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois, la réponse est toujours la même, ce qui me facilite un peu d'ailleurs de vous répondre, c'est que le juge de paix, c'est le client, et c'est les collaboratrices et les collaborateurs du groupe. Et c'est pas anodin si c'est un directeur des richesses humaines qui nous a posé la question, Aymeric. Quelqu'un voulait répondre à Aymeric sur ce sujet? Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Je ne saurais pas dire combien de temps. Ce qui est certain, c'est que dans le secteur dans lequel je suis, le temps compte beaucoup. Et ça devient très difficile dans notre métier parce que les marchés et les clients souvent ne prennent pas le temps d'attendre. Et le vin, il doit vieillir notamment. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, nos clients, parfois, certains savent attendre les anciens millésimes, les achètent à l'avance et puis les font vieillir, mais beaucoup ne savent plus attendre. Donc ça nous complique un peu la vie, ça nous oblige à nous adapter, à faire parfois des produits qui sont moins élaborés. Je pense à quelque chose qu'on a fait chez nous, une cuvée qui est sur le fruit, qui n'est pas vieillie en fût de chêne, etc. Parce qu'il y a une demande pour des vins frais, fruités, y compris de Bordeaux. Bon, je rentre dans les... Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet pour des métiers comme les nôtres. Mais d'un autre côté, il y a une telle recherche d'authenticité. Vous savez, ce mot, on le met à toutes les... Enfin, c'est la tarte à la crème. Mais quelque part, quand les clients se rendent compte qu'effectivement, derrière un produit, il y a tout ce travail, il y a tout ce temps qui a été passé, c'est à nous de l'expliquer, de le démontrer. Eh bien là, il y a non seulement un amour du produit, s'il est bon, s'il est de qualité, mais il y a une fidélité incroyable. Donc voilà, je ne vous ai pas répondu, mais en tout cas, le temps joue beaucoup, un rôle très important avec le vin. Sidney, comment est-ce qu'on gère ce temps quand il est important pour asseoir des savoir-faire, pour asseoir des connaissances, pour asseoir des techniques aussi de communication finalement, mais aussi une meilleure connaissance des clients, une meilleure connaissance des publics. Ce temps est important. Tirailler en permanence avec ce besoin de communication instantanée, ces outils qui changent en permanence, ces outils digitaux notamment. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux pour poursuivre la question d'Aymeric? Alors déjà, je voulais apporter une réponse peut-être un peu scolaire, mais comme ça montre que j'ai un peu bossé. J'ai regardé la définition de tradition. Et c'est un héritage immatériel qui se transmet. Donc je pense que du moment que ça se transmet, qu'il y a à un moment donné une transmission d'un savoir, ça devient de facto une tradition. Pour revenir sur votre question, alors justement, il ne faut pas se laisser avoir, entre guillemets. Le digital a amené beaucoup de choses. Et finalement, il y a moins on va dire, de révolution que ça en a l'air. Je vais vous donner un exemple précis que j'ai toujours en tête et que j'essaie de partager. Quand dans nos métiers, le digital est arrivé, donc on a commencé à créer des offres pour designer des sites internet, développer des sites internet. Et on a fait appel, logiquement, à des gens issus dits du digital qui étaient nouveaux. Les geeks. Les geeks. Qui évidemment avaient fait, alors soit pas d'études, soit pas du tout celles qu'on avait en tout cas dans nos métiers. Les fameux qui bidouillent dans leur garage. Exactement. Tu parles. Et on leur a dit, vous allez faire des sites internet. Et alors si vous regardez aujourd'hui, vous savez, il y a des concours, il y a des prix sur les plus beaux designs de sites internet, vous allez voir qu'à quasiment 100%, les directeurs artistiques qui font ces sites sont issus de formations extrêmement traditionnelles du print. Ils ont fait des écoles Estienne, Dupéret, ceux qui connaissent. Et c'est eux, en fait, qui font les designs les plus aboutis, les plus performants, parce qu'en fait, ils retranscrivent ce qu'ils ont appris. Ils savent gérer les espaces, ils ont appris la science de la typographie, ils ont fait tout un tas de choses qu'en réalité, quand on dit digital, derrière ce concept, parfois, il n'y a pas grand-chose. Oui. Et donc, c'est plutôt cette capacité de s'adapter
et issus de matières, en tout cas de disciplines traditionnelles, de pouvoir attaquer des nouveaux sujets. C'est surtout comme ça qu'on l'entend. Merci. Thomas. Moi, j'avais une question. Alors, on en a fait des plus spécifiques à chacun de vous, mais du coup, elle sera plus pour vous deux. Que ce soit le monde commercial, où souvent on voit tout de suite les gens qui considèrent les autres comme des numéros, ou le monde du casino, qui peut parfois avoir une mauvaise réputation. Comment on fait pour promouvoir une société avec des valeurs qui sont, entre guillemets, pérennes pour tout le monde, dans des mondes qui peuvent être rapidement très décriés? Enfin, voilà. Merci, Alexandre. Alors, effectivement, c'est vrai que le monde du casino n'a pas toujours bonne presse. Et je parle pour ce qui est de la France, malgré le fait que c'est un des secteurs les plus régulés et les plus surveillés du pays. Ensuite, il y a évidemment le problème de l'addiction. On a des programmes en place et ils ne sont pas parfaits. On essaie de les améliorer, notamment avec l'aide des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui peut nous aider à anticiper quand tel ou tel client risque de basculer. Il faut savoir que l'addiction, c'est une maladie que généralement, quand on développe une addiction à un certain produit ou une certaine activité. On rappelle que c'est une maladie, en effet. Oui. Et si cette maladie, cette addiction est stoppée vers cette activité spécifique, généralement, elle se reporte sur une autre, donc c'est sur un autre produit. Donc c'est vraiment important de comprendre ce que c'est l'addiction. C'est vraiment une maladie qui ne touche pas du tout, exclusivement le jeu. Il faut savoir qu'on peut être accro au sport, on appelle ça la bigorexie, on peut être accro à l'eau, on peut en mourir, on appelle ça la potomanie. Ce qui est important vraiment, c'est que les groupes de casinos aient des programmes justement pour éviter ces dérives. Parce que si ça se fait dans des appartements privés, là il n'y aura pas de programme. Alors certains d'entre vous vont sans doute penser c'est hypocrite, évidemment, qu'ils veulent qu'il dépense tout son argent. Ben, non. Parce que sinon, s'il est ruiné, on n'a plus de clients. Il ne revient plus. Nous, notre intérêt, c'est qu'il passe du bon temps et que ce soit un client sur le long terme. Ensuite, comme je vous le dis, on a des programmes de lutte, justement, pour essayer de limiter ces externalités. Il y a, d'ici 2030, on aura 50% de la population mondiale qui sera en surpoids ou obèse. Est-ce que les conséquences de ça, et je ne reviendrai pas sur les causes, je pense qu'on les connaît un peu, sont pas plus graves pour la planète, que ce soit d'un point de vue humain, santé ou financier, que les casinos? Ok. Sydney, puisqu'il vous a adressé la question à tous les deux, mais Apollonia pourra répondre peut-être sur le sujet aussi. Si je suis hors sujet, vous me dites, parce que je me souviens plus très bien de la question. Mais... Vous voulez la redonner, Thomas, pour repréciser? C'était dans un milieu qui peut être décrié d'une manière ou d'une autre. Comment on peut bâtir une entreprise avec des traditions qui sont pérennes, entre guillemets. Enfin, comment donner sincèrement une image avec des traditions ou des valeurs que tout le monde valide, dans un monde où on est parfois décrié. Je prenais l'exemple du commercial, où on a tout de suite l'image de celui en costard qui voit que des numéros derrière les gens, les dossiers qu'ils traitent. Voilà. Ok. Alors, je vais revenir peut-être sur les valeurs. Alors, j'ai d'ailleurs apporté une réponse pas très valorisante et un peu fataliste. Ça me remémore, il y a de ça une quinzaine d'années, on avait créé chez nous un label d'éco-publishing pour permettre de produire des supports publicitaires proprement. Et donc on a commencé à aller présenter ce label à nos clients. Et on a été reçus extrêmement froidement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on avait vraiment beaucoup de mal à vendre ce label parce que tout simplement les gens n'avaient pas cette maturité
de faire du propre. On n'était pas encore dans cette folie du RSE qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est... folie, mais nécessaire, on en parle. Nécessaire. Alors, ce qui est à la fois triste, mais finalement, si on voit ça d'un point de vue un peu cynique, plutôt bénéfique, c'est que aujourd'hui, on le vend à tout va à ces mêmes clients. Alors, est-ce qu'ils ont changé? Non, parce que c'est les mêmes. On a même les mêmes interlocuteurs, notamment chez les industriels qui sont aussi une partie de nos clients. En revanche, il y a eu un espèce d'élan sociétal. Je ne suis pas sûr que tout le monde est intimement convaincu, mais en revanche, cet élan fait que les choses bougent. Donc, l'un dans l'autre, finalement, on y arrive. Donc, dans nos métiers, en tout cas, on est de plus en plus éthique. Nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit nos clients. Hein. Donc, ce qu'on produit, c'est des commandes de nos clients. Donc, plus ils sont éthiques, on va dire, plus ils sont RSE-friendly, plus on l'est aussi, même si on essaie d'être force de proposition. Mais vous pouvez les faire évoluer aussi à l'inverse et les emmener vers... Exactement. Et donc, par l'exemple que je disais, aujourd'hui, on est porté par une espèce de vague qui n'était pas celle d'il y a 10-15 ans. Je ne pourrais pas trop expliquer à quoi c'est dû, mais en tout cas, il y a un espèce d'élan qui est collectif, on va dire, qui est bénéfique, alors que les gens en soi n'ont pas beaucoup changé. Apollonia, si vous souhaitez. Oui, merci Thomas pour votre question, parce que quand Alexandre donnait l'exemple de la régulation de l'univers des casinos, je peux y faire le parallèle avec l'univers de la boulangerie, qui est un univers extrêmement contrôlé. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'alimentation pour un Français moyen. Pour vous donner un chiffre repère, un Français en 1900 mangeait entre 6 et 900 grammes de pain par jour et par habitant. Wow. Comptez ça en baguettes. Pour moi, je pense que nourrir la lisibilité... Et aujourd'hui, pardon, vous nous parlez de 1900 aujourd'hui? Oui, moins d'une baguette. Voilà. D'accord. Et la baguette, elle pèse? À peu près 200 à 250 grammes. D'accord, merci. Voilà, donc on passe de 4 à moins de 1. Oui. Je pense que si on nourrit la lisibilité de ce que l'on fait, on peut commencer à répondre à un certain nombre de questions. Pour faire le parallèle avec l'univers des casinos, une des choses... Si je regarde... Alors, ça fait 19 ans que je suis à la tête de Poilane, et saison après saison, année après année, il y a une nouvelle mode, une nouvelle question qui vient sur la table, et elles relient tous au pain d'une façon ou d'une autre, notamment sur les régimes alimentaires, parce qu'on se dit, mais est-ce que ça convient? Et ça touche toujours au pain, puisque le pain étant une nourriture assez incontournable, c'est forcément un aspect du pain ou un autre. Et par exemple, celui qui est le plus flagrant pour moi depuis 15 ans, c'est gluten ou pas gluten. Et la réponse que moi, j'aimerais essayer de nourrir, et c'est un travail de plus longue haleine que juste répondre à la question basiquement, parce qu'en fait, on passe à côté de la question, pour moi, c'est de dire, revenons à la céréale. C'est quoi le pain? Le pain, c'est un mélange d'une farine de céréales, de l'eau, du sel et un levain ou une levure, peu importe comment on fabrique son pain. Et si on revient à la céréale, dans quelle terre elle a poussé, dans quelles conditions est-ce qu'elle a été conservée, comment est-ce qu'elle a été moulue, et ensuite comment est-ce qu'elle a été travaillée dans le fourni, là on est élu d'un certain nombre des problèmes. Et là on revient à des questions de communication pour faire écho au travail de Sydney. Merci beaucoup. Merci Thomas. Monsieur, je vous ai vu lever la main tout à l'heure, peut-être? Non? C'est vous? Ah, attendez, on vous apporte le micro, si vous voulez bien. On vous apporte le micro. Je vous laisse vous présenter si vous le souhaitez. Merci. Bonjour, Paul de Villepin. J'ai deux questions très rapides. On vient d'apprendre que... Paul, est-ce que vous pouvez enlever la main du micro au-dessus? Voilà. Là, et la main du micro en bas. En bas, c'est l'émetteur. Et vous cachez l'antenne, et au-dessus, vous faites la voix du DJ des années 80, donc on est au milieu. Allez-y. Merci. Donc deux questions, une très rapide. On vient d'apprendre que 60% des personnes seraient obèses très bientôt. Est-ce que c'est à cause du pain Poilane et du vin? Et puis la deuxième, on vient d'assister à une conférence très, très bien animée sur le capitalisme à visage plus humain. Comment conciliez-vous vos traditions avec un capitalisme à visage plus humain? Monsieur, je vais vous inviter à chacune de mes conférences si vous faites le lien à chaque fois avec celle d'avant. Je vous remercie. Alors d'abord, vous êtes, je pense que vous le savez, vous êtes les responsables toutes les deux de l'obésité de 60% des gens, puisqu'on vient de l'apprendre. Est-ce que vous autoflagellez tout de suite? C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Hein. Non, on sait que ce n'est pas ce qu'a dit Alexandre, et évidemment, on tord tous les deux ce qui a été dit. Mais derrière la question, il y a le sujet de la responsabilité. Comment est-ce qu'on regarde ses responsabilités par rapport
à des problèmes de société, par exemple? Alors, moi, je me flagelle pas tout de suite, non. Oui. Je n'ai pas l'intention. D'abord parce que vous parlez de responsabilité, évidemment, du producteur. Donc, notre responsabilité, nous, c'est de faire un vin qui est bon et qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans, dire les choses simplement, c'est-à-dire pas de produits chimiques, bon, et ce qu'on a fait. Oui. Après, je peux rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas le sujet. Mais il y a aussi la responsabilité du consommateur. Parce que moi, quand je vends une bouteille de vin, je dis pas au consommateur d'en boire 3 d'affilée pour pour grossir et pour être complètement sous. Donc je pense que... Et par ailleurs, quand je vends une bouteille de vin, je pense que je vends d'abord de la convivialité, du bonheur. Parce que quand vous réfléchissez à tout ce qui se passe autour d'une bouteille de vin, à table, on fête des événements familiaux, heureux, malheureux. Il peut y avoir à l'occasion d'un enterrement, effectivement, on va boire un verre parce qu'on se réconforte. À l'occasion d'une naissance, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'une fête, etc. Donc, produire du vin, c'est aussi produire du bonheur, quelque part. Sûr. Donc moi, je pense qu'il faut pas se flageller. Il faut évidemment bien faire son travail. Et bien faire son travail pour nous, comme je l'ai dit, c'est produire un produit de qualité. Donc nous, notre credo, c'est la qualité avant la quantité. Je préfère produire moins, mais que le vin soit bon. Et demander au consommateur d'être lui aussi responsable. Donc non, je me flagelle pas. Quel dommage. Apollonia. Alors, moi, pour faire le pendant de ce que disait Claire, Poilâne, c'est une forme de culture du pain. Alors, on a une bibliothèque de livres sur le pain et de contenu historique qui fait un vrai patrimoine pour notre maison, mais c'est aussi une compréhension que le pain nourrit le corps, et en nourrissant le corps, libère l'esprit de cette nécessité première, manger. Et je vais même aller plus loin que ça, bouffer, s'alimenter. Et quand je parle avec des mots aussi bestiaux, c'est parce que de se dire, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir manger plus ou moins à notre faim, et quand on partage une tranche de pain, c'est l'occasion de se dire de partager une tranche de vie, une tranche de civilisation. Et donc, pour moi, la culture du pain, mais au-delà de ça, tout ce que ça peut véhiculer. Vous parliez de moments de convivialité. Le mot copain, kumpani, c'est la personne avec laquelle on partage le pain. C'est évidemment beaucoup de choses qui sont dans l'énoncé, mais ceci, des actions concrètes, c'est des cours en ligne que j'ai pu faire et d'autres projets à venir dans cette mouvance. Merci, merci Paul pour la question, merci mesdames pour la réponse. Thomas, avant de revenir vers vous au fond de la salle. Alors du coup, maintenant, c'est la question pour vous deux. J'ai fait à droite, j'ai fait à gauche. Je vous embauche, Thomas, vous animez bien. C'est la question qu'on pouvait poser, c'était que ce soit le monde de la boulangerie ou le monde du vin. Alors sans prendre mon exemple personnel, je sais que j'achète plus de vin que je ne deviens viticulteur, et j'achète plus de pain que je ne deviens boulanger. Comment, en 2022, avec la vision qu'on a souvent de l'artisanat ou même des fois, être viticulteur, ça paraît très loin pour les gens. Comment on redonne envie aux jeunes de vouloir éventuellement aller travailler dans ces savoir-faire ancestraux, du coup? Est-ce que les métiers traditionnels peuvent rester attractifs aussi, finalement? Est-ce qu'on y revient, ou est-ce que vous devez travailler le marketing avec Altavia pour faire venir les gens chez vous? C'est une bonne question, et c'est pas facile d'y répondre. Je pense qu'effectivement... il y a un regain d'intérêt pour ce genre de métier, mais je pense qu'il y a un sujet de rémunération. Je le dis comme je le pense. Je pense que ces métiers manuels qui le restent et qui le sont de moins en moins aussi parce qu'on intègre beaucoup de technologies, beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, pour être un chef d'exploitation d'un vignoble, il faut avoir énormément de connaissances. Et je pense qu'ils sont sous-payés, tout simplement. Donc je pense que ce n'est pas les seuls métiers, mais je pense qu'on doit réfléchir à la répartition de la plus-value ou de la rémunération en fonction de l'utilité sociale. Je crois que ça se pose pour pas mal de métiers aujourd'hui. Donc oui, il y a un intérêt. C'est difficile de recruter quand même. En revanche, on voit beaucoup de gens, beaucoup.
j'ai vu pas mal de jeunes arriver de secteurs totalement différents. Là, on vient de recruter une jeune femme en alternance qui a fait des études de lettres et puis qui aujourd'hui est dans une grande entreprise, s'ennuie, on a complètement assez, et elle veut devenir vigneronne ou viticultrice, enfin bon. Et elle est extrêmement motivée. Et donc on a choisi, parmi les candidats qu'on avait, on s'est dit on lui donne sa chance parce que quelque part ça nous a intéressés, émus, etc. Donc c'est difficile de recruter, mais les gens qui viennent sont extrêmement motivés. Donc ça, c'est peut-être un signal de quelque chose. Apollonia, les nouvelles recrues sont attirées par la tradition, par exemple? Alors, pour élaborer sur ce que disait Claire, il n'y a jamais eu autant de reconversion professionnelle. Alors, ça relève de l'anecdote parce que c'est un exemple, mais en tout cas, si vous allez aux écoles de boulangerie de Paris, vous pouvez aisément avoir une expérience à peu près similaire à celle qui m'a été rapportée, que les directeurs d'école en ont marre d'avoir des jeunes en reconversion et ont littéralement dit à quelqu'un que j'ai rencontré que en fait leur fille avait meilleur temps à aller faire autre chose puisqu'elle avait son bac en poche et qu'elle pouvait faire d'autres études que de faire de la boulange. Ce qui est terrible parce qu'on reparle de la valorisation, de la compréhension du métier. Vous parliez de la rémunération, Claire, mais tout simplement déjà la compréhension d'un métier, de ses réalités et de le valoriser. Je brode un tout petit peu, je prends un tout petit peu une tangente sur ce que vous disiez Thomas, mais notre métier, la boulangerie, c'est un des liens les plus proches au cœur de la ville entre le champ et l'assiette. On transforme quelque chose qui vient du champ au cœur de la ville pour nourrir un quartier. Et je pense que quand on voit le succès et l'attractivité de notre métier qu'on peut mesurer à des émissions de télévision, mais aussi les reconversions, ou tout simplement les succès de développement commerciaux d'entreprises. Mais je pense qu'une partie de la réponse vient de l'adéquation entre ce que l'on voit et les réalités et d'essayer de réconcilier les deux. Un mot, merci. Un mot, Sydney, puisque derrière cette question, il y a comment est-ce qu'on va attirer pour une marque, et là on est sur la marque employeur notamment, on sait que la nouvelle génération a envie de donner plus de sens dans son engagement professionnel. Le sens, il y a les valeurs, bien sûr, dont on a parlé, mais il y a aussi la tradition, finalement, le sens du métier, le sens du savoir-faire, puis le sens que représente une maison, un château, une boulangerie, un hôtel, par exemple. Le marketing, la communication peut aider ces entreprises-là à faire savoir, alors que souvent elles oublient de le faire. Absolument. Alors je dois dire, j'ai pas de secret sauce et on est imminemment impacté par des sujets de recrutement. On a beaucoup de mal, mais comme toutes les entreprises de notre métier, à attirer des jeunes, mais je dirais surtout à les fidéliser. Oui. Alors je peux vous dire ce qui ne marche pas, parce que on est passé par là, notamment encore une fois avec l'émanation du digital. Donc je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une espèce de pénurie sur les ressources dans le digital, notamment de développement, qui est incroyable. Hein. Donc, je pense que tous les camarades ici peuvent vous dire, je pense qu'Alexandre doit ramer aussi en recrutement. Donc nous on est passé par plusieurs phases. Hein. On avait à un moment donné des bureaux, des très beaux bureaux dans le 8e. On nous a dit non, il faut aller dans l'est de Paris. Donc on a pris des très gros bureaux dans le 19e. Au-dessus du Parti communiste français. Exactement. Comme ça, on ne peut pas vous accuser de... Voilà. On a repris les locaux du Parti communiste. Place du colonel Fabien. Et en réalité, bon, évidemment, c'est pas ça qui marche, ni mettre des tables de ping-pong ou tout un tas de choses. Mais ce que vous dites est extrêmement vrai. Je pense que les jeunes aujourd'hui recherchent un sens. On doit aussi conscientiser que finalement, pour eux, le travail, c'est assez secondaire et donc c'est quelque chose qui vient se raccrocher à leur vie personnelle. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse. C'est pas moi en perso qui vient m'adapter à mon pro. C'est l'inverse. Et je pense que ça, c'est un grand changement. Et ils veulent savoir quelle est la raison d'être de la société,
pourquoi on fait ça et quel est le sens pour l'avenir. Et donc c'est assez rigolo puisque, en tout cas, moi j'ai l'impression que aujourd'hui, dans nos entretiens d'embauche, en fait, c'est nous qui sommes en interview, quoi. Donc c'est un sentiment voilà, assez rigolo et qu'il faut évidemment prendre en compte. Alexandre, un mot là-dessus, parce que dans la question de Thomas, il y a cette notion justement, je vais venir chez Barrière, parce que le métier tel que je l'imagine, j'allais dire ancestral, mais dans le sens noble du terme, d'en m'occuper d'un hôtel, d'un restaurant, etc. Mais je peux être aussi attiré par son ultra-modernité, parce que vous avez des clients qui sont très digitalisés, vous avez des outils digitaux aussi dans vos hôtels. Vous arrivez à faire le mariage des deux pour attirer des nouveaux talents ? Je pense que ce qui attire avant tout les nouvelles générations, on l'a dit, c'est le sens. Et de faire partie d'un groupe familial centenaire et de contribuer à son expansion, je pense que ça a pour beaucoup plus de sens que de faire partie d'un groupe dont on ne sait pas à qui il appartient, dont on ne peut pas parler aux dirigeants. Et donc je pense que c'est une des forces du groupe, c'est justement ce côté familial et centenaire. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a des collaborateurs qui sont depuis 40 ans dans le groupe. Et c'est aussi ça que les clients apprécient. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent dans nos hôtels ou dans nos casinos, il y a une réelle relation humaine. Il ne faut pas oublier qu'on fait un métier de service. Et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps faire se méfier des financiers qui pensent qu'à couper les coûts. Sauf qu'après, quand on leur demande bah, « écoute, c'est toi qui vas aller faire le petit déjeuner et le servir », évidemment, il n'est pas d'accord. Donc il ne faut pas oublier qu'on fait un métier de service et que la valeur ajoutée, elle est amenée par les collaboratrices et les collaborateurs qui sont en contact du client. Donc il y a le salaire, il y a évidemment la qualité de vie au travail, notamment la manière de manager les équipes. C'est pour ça que nous, on est en pleine formation de 1000 managers, parce que le management à l'ancienne, le petit chef, c'est terminé. Non pas, j'ai envie de dire, parce que les nouvelles générations n'aiment pas ça, mais parce que ça ne correspond pas aux valeurs qui sont pour moi celles du groupe Barrière. Donc il y a évidemment la manière de manager et aussi la valorisation de ces métiers. On a eu trop tendance à dévaloriser les métiers manuels, à dévaloriser les métiers de service. Et je pense que c'est aussi important de mettre en lumière le savoir-faire. On a beaucoup parlé de savoir-faire, qui est vraiment impressionnant et que ceux tout en haut seraient incapables de faire, moi y compris. Et merci de le dire avec toute l'humilité. Il y avait quelqu'un qui avait une main levée tout à l'heure. Ici, madame, on va vous apporter le micro. Madame, ici, et ensuite, monsieur. Rebonjour. Oui, moi aussi j'ai suivi le débat d'avant. Bonjour, merci. Je m'appelle Caroline Lisfranc et je voudrais savoir, Madame Poilane et Monsieur de Seine-Barrière, ce que ça fait, parce que je pense que vous deux, vous représentez vraiment la tradition en mouvement, puisque vous êtes des enfants, et de par le fait d'être des enfants, et je voulais savoir ce que ça vous faisait, si ça n'avait pas été trop dur, et qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui reprennent des entreprises, parce que c'est ce que vous avez fait, et avec succès l'un et l'autre. Caroline, qui est une entrepreneuse et designeuse avec succès aussi, voilà, bravo à vous pour ce que vous faites. Et alors, juste, pardon pour la petite histoire, parce que Caroline, on s'était rencontrés justement au Fouquet's, il y a quelques années. Donc ça, c'était en 2007. Enfin, et vous avez bu du vin de la... Claire, j'espère. Ouais. Non, juste pour raconter la petite histoire. Donc merci Nicolas d'avoir confirmé que c'était pas juste ma mémoire qui me faisait défaut. C'est bien ça. Pour moi, le fait, c'est un professeur de l'INSEAD qui m'a fait remarquer cela. Il y a quelques années, il est en charge de la chaire des entreprises familiales. Il m'avait dit, il y a un truc qu'on oublie avec les enfants d'entrepreneurs, au moment où ils reprennent le flambeau de leurs parents, c'est qu'en fait, ils ont eu tout l'apprentissage pendant leur enfance de l'environnement dans lequel leurs parents ont grandi. Et ça, c'est une forme d'apprentissage qu'il ne faut pas
oublier ou passer à côté parce que c'est vraiment c'est une forme d'école qui fait que, pour moi, quand j'ai pris la suite de mes parents, j'avais certes peu d'expérience, j'avais 18 ans et le bac en poche, mais j'avais toute la connaissance de l'entreprise. Et ça, c'est ce qui a nourri pour moi l'évidence de prendre la suite de mes parents. Et après, c'est à nous d'écrire notre histoire. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, Alexandre, mais c'est mon vécu. Alors, petite nuance, c'est que je ne dirige pas, ce qui est assez frustrant. Et je n'ai pas le droit de me plaindre parce que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il y a un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, vis-à-vis de ma mère. Et donc il y a une espèce un sentiment de devoir de perpétuer ce qui est aujourd'hui le résultat de plus de 110 ans de travail. Et puis il y a aussi une responsabilité envers l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs. Il y a quelques semaines, on a un collaborateur qui est parti à la retraite après plus de 40 ans dans le groupe. Et on dit souvent que le salarié devrait remercier l'entreprise parce qu'il lui fournit un emploi. Mais quand je vois des gens comme ça qui ne comptent pas leurs heures, qui aiment le groupe et qui donnent tout, moi j'ai envie de dire c'est à l'entreprise de le remercier et de savoir la chance qu'il a, de savoir la chance qu'elle a d'avoir des collaborateurs comme ça. Et qui sont l'âme de ce savoir-faire aussi dont on parle. Sidney, permettez-moi de vous tendre la question aussi, parce que c'est une histoire familiale, Altavia. Je crois que j'ai échappé. Oui, j'ai bien senti. Donc, alors je ne vais pas dire que c'est quelque chose de facile, et je pense que chaque génération qui a repris des entreprises familiales, ce qui est notre cas, il y a une part de difficulté. Alors on a l'habitude de dire, vous savez, que c'est ni un cadeau ni un fardeau. C'est un truc un peu entre les deux. Évidemment, en général, c'est dans des situations extrêmement privilégiées. Et en même temps, il y a forcément une transformation à un endroit et une sorte de rupture avec l'avant. Je reviens sur ce préambule de ce qui était bien avant marchera demain. Et donc, il y a un côté où il faut se battre un peu contre ça. Néanmoins, je pense qu'il y a une certaine poésie en fait dans l'entreprise familiale, et puis ça se transcrit, on en parlait tout à l'heure, par des vrais bénéfices. Alors je crois qu'il y avait une question sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire face à des concurrents, face à des potentiels marchés qui peuvent être un peu agressifs. L'entreprise familiale, et je crois qu'ici on en a 4, je pense qu'en fait il y a une arme et pas grand-chose malheureusement de plus, c'est cette stabilité, c'est-à-dire de pouvoir dire vous allez travailler avec nous et sans doute pour les 30 ou 50 prochaines années, c'est un atout majeur. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette période de troubles et de grands tumultes, je pense que c'est une de nos grandes valeurs ajoutées, c'est cette stabilité qui permet de rassurer des clients. Et ça rappelle ce que disait Jean-Louis Etienne dans le film. L'expérience, c'est cette lampe que l'on a dans le dos qui éclaire le chemin parcouru. Et vous, il y a un long chemin éclairé, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et c'est certainement ce chemin éclairé qui doit être rassurant. Merci pour la question. Thomas, autre question, au nom de tous tes camarades étudiants. Moi, ce que j'aurais demandé à chacun, du coup, vu que vous avez tous une partie familiale, qu'est-ce que ça fait au quotidien de se réveiller le matin en disant si je rate, entre guillemets, je rate l'œuvre de la famille. Est-ce que c'est une source de motivation ou c'est aussi énormément de pression au quotidien, le fait que ça puisse être transmis? Est-ce que ça vous motive ou est-ce que ça vous met aussi quand même pas mal de poids sur les épaules? On va poser les questions aux 3 qui sont concernés. Claire nous dira en quoi elle peut aussi se sentir redevable de quelque chose qu'elle a racheté, d'une histoire toute récente pour elle, mais vous nous direz ça dans un instant. Qu'est-ce que vous répondez à Thomas, Sidney? Zut, je dormais bien, mais alors oui, là, j'ai pas pensé à ça. Question. Alors, pour ma part, moi, je suis G2.
Donc, par rapport à mon voisin, moi, je ne plante pas une entreprise centenaire si ça ne marche pas. Donc, Génération 2. Évidemment, c'est une très forte responsabilité. C'est de la pression. Après, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que c'est un choix. Enfin, je connais personne qui reprend une entreprise familiale qu'on a obligé à reprendre les rênes. Donc, je pense que c'est le fruit d'une grande réflexion. En tout cas, pour ma part et mes sœurs aussi, puisqu'on a décidé de garder cette entreprise familiale pour longtemps ensemble. C'est le fruit d'une mûre réflexion. Et donc, évidemment, il y a de la pression. Évidemment, on porte une responsabilité. Mais encore une fois, c'est un choix. Et donc, quand on a choisi de s'engager, on s'engage avec tous les risques que ça comprend. Le réveil, Apollonia. Le réveil, Alexandre. Pour moi, alors, on parlait de responsabilité, clairement. Mais moi, je le vois comme une responsabilité qui me motive, qui m'encourage, qui est d'une certaine façon un guide, puisque je suis la 3e génération et je souhaite pouvoir transmettre à une 4e génération. Donc, il y a cette notion de passation. Mais il y a aussi une forme de fierté. Et ça, c'est tout aussi motivant. Alexandre. Je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que avoir des responsabilités, il faut les assumer. Donc après, on a choisi, on n'a pas le droit de s'en plaindre. La différence quand c'est une entreprise familiale, c'est que c'est pas nous qui l'avons créée. Donc si on se plante, on détruit l'œuvre de plus de 100 ans. Donc la pression supplémentaire, elle est là, mais on a choisi de le faire et on assume. Et de la même manière de ce qu'Apollonia vient de dire, on est des passeurs. C'est-à-dire que ma sœur et moi, on est la 4e génération. Et notre seule ambition, c'est de transmettre un groupe en meilleur état, plus grand, plus fort, avec des valeurs encore plus incarnées concrètement au quotidien pour ses collaboratrices et ses collaborateurs, à la 5e génération. Et c'est passionnant. Mais une fois qu'on a fait ce choix, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'est pas sous les bombes, on a un toit sous nos têtes. Merci de le dire avec autant de franchise et d'humilité les uns les autres. Claire, est-ce que la question se pose en effet? Vous venez, ça fait combien d'années que vous avez acheté le château? 5 ans. 5 ans. On pourrait se dire, moi je suis là depuis 5 ans, finalement, j'ai un héritage de 5 ans. Mais en fait, finalement, est-ce que quand on se réveille, on est quand même conscient aussi de l'héritage séculaire des gens qui étaient là avant vous, des collaborateurs qui étaient là avant vous sur place, et de l'histoire finalement imprégnée dans les murs, dans les vignes tout simplement, dans chaque cep de vigne, il y a l'histoire de ceux qui les ont plantés à l'époque. Alors je crois que pour nous, pour lesquels c'est une nouvelle aventure, on a un manque de légitimité quelque part. On n'hérite pas de la légitimité d'un nom, d'une entreprise qui existe déjà. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est à la fois beaucoup de travail, beaucoup d'humilité et de l'audace. Voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait que probablement on va bâtir quelque chose. En revanche, on est complètement conscient, ce domaine il existe depuis 250 ans. Ouais. La terre elle est là, le terroir il est là, les ceps de vigne ils sont là. Et nous, notre manière finalement de créer et d'améliorer tout ça, c'est qu'on est arrivé dans une exploitation qui n'était pas du tout développement durable, qui utilisait des produits chimiques. Et la première décision stratégique qu'on a prise par conviction, c'est de dire on devient complètement... on éradique tout ça et on a un vignoble qui est compatible avec la défense de notre terre, quoi. Donc, et ça, on en est fiers quand même. Bien sûr. Parce que je dois dire que ça ne va pas de soi. Oui. Il faut changer toutes les pratiques culturelles, il faut changer les machines, donc ça coûte cher. Donc on arrive, il faut former les gens. Voilà, il faut former les gens. On a tout changé dans les pratiques, enfin presque tout changé la pratique culturelle. Donc c'est un véritable engagement. Et finalement, c'est peut-être le début d'une grande aventure, peut-être familiale, qui sait. C'est ce qu'on vous souhaite, évidemment. Merci pour la question, Thomas. Qui d'autre? Madame, gardez bien la main levée. Quand vous aurez une crampe, on sera arrivé. Bonjour.
Bon, on a le temps de prendre les questions et c'est vous qui terminerez le débat avec la dernière question, mesdames et messieurs. Donc n'hésitez pas. Madame, bonjour. Bonjour, Sandra Furlan. Je travaille beaucoup autour des savoir-faire artisanaux, les métiers d'art. J'ai une question un peu générale. On sort d'une crise, enfin on y est encore un petit peu sanitaire, qui nous avait isolés. Et on a beaucoup parlé de cohésion, de solidarité. Donc vous avez parlé beaucoup de transmission. Je pense que cette transmission des savoir-faire ou des savoir-être, elle pourrait beaucoup participer à la cohésion intergénérationnelle et probablement interculturelle. Sauf qu'on voit quand même qu'on est dans un monde où le bien-être personnel, les intérêts personnels, chacun vit un petit peu pour soi. Et puis aussi beaucoup l'obsolescence. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent alors déjà par soi-même sur des tutos. Et son pain notamment. Et puis ce qu'on apprend aujourd'hui sur une nouvelle technologie, elle va être obsolète très vite et donc on n'a pas forcément besoin d'apprendre de quelqu'un. Donc je vous laisse vraiment savoir votre regard sur, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que citoyen, en tant que personne, votre regard sur cette difficulté à raccrocher des nouvelles générations ou des gens qui sont très éloignés de ce que vous faites pour assurer cette transmission. Voilà. Merci. Qui veut répondre? Ils ne veulent pas répondre. Désolé, madame, sous la contrainte. Alexandre est en train de saisir le micro. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais ce que j'ai senti, c'est qu'effectivement, les nouvelles technologies font craindre des pertes d'emploi. Je pense que, effectivement, il va y avoir un besoin de se former à de nouveaux métiers. Mais il y a aussi des nouvelles technologies qui vont permettre, comme je le disais précédemment, de libérer du temps qui était passé à faire des tâches rébarbatives, administratives et autres, où littéralement ça peut prendre des heures. Comme je vous le disais, on est un des secteurs les plus régulés en France, et on s'en plaint pas, et c'est tant mieux, parce qu'il faut des règles. Sinon, c'est la loi de la jungle, et c'est pas mon truc. Donc, on est un des secteurs les plus régulés, et donc il y a beaucoup d'administratifs. Voilà. Donc, la technologie permettra aussi de libérer du temps à nos collaborateurs pour être au contact des clients. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus valorisant et beaucoup plus agréable de passer du temps au contact des clients que derrière un ordinateur. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a sans doute des métiers qui vont être amenés à évoluer très fortement dans les nouvelles technologies. Par exemple, on a je ne sais pas combien de caméras dans les casinos, hein, c'est réglementaire, et peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle fera qu'on aura besoin de moins de personnes pour surveiller l'ensemble des caméras. Mais il y aura des formations et ça permettra à chacun de se réinventer. Dans la question très large de madame, vous avez commencé à répondre sur des choses intéressantes. Pour aller plus loin, est-ce que dans vos métiers, vous avez une bibliothèque en archive quelque part et peut-être filmer les savoir-faire de ces gens qui partent? La personne qui part depuis 40 ans, est-ce que quelque part elle a pu raconter, laisser une trace de ses process, de son savoir-faire? Est-ce que cette transmission qui est très souvent orale finalement, est-ce que vous arrivez à la graver dans des vidéos par exemple pour que ce savoir-faire, dans 10, 20, 30 ans, le bonhomme qui est parti, qui a 60 et quelques années, est-ce que dans 15, 20 ans, je saurais retrouver la trace de ce savoir-faire-là? Ah oui, j'ai d'ailleurs un exemple précis en tête. Il faut quasiment lui ordonner d'arrêter de travailler autant. Et il a listé tous les process, tous les standards. Wow. Et il y en a une quantité phénoménale. Et donc oui, il y a cette archive-là. Mais ce qu'on peut écrire sur, on va dire, un tableur, ça retranscrit pas forcément, bien sûr, on va dire, l'ADN et quelque chose d'intangible et le je ne sais quoi qui fait la différence d'un service. Oui, Claire. J'aborde le sujet peut-être un peu différemment, mais
la technologie ou l'innovation, dans notre secteur, elle permet souvent de rendre le métier moins pénible. Dans la viticulture, notamment, et dans la vinification après, donc dans le travail du vigneron, il y a des tâches très pénibles. Et nous, on a introduit des innovations technologiques une innovation notamment technologique venant d'une start-up. Je crois qu'il y a 4-5 domaines qui l'ont introduit aujourd'hui, qui a évité un travail pénible à notre chef d'exploitation. Sur quoi exactement ? Alors, il faut que je rentre un peu dans la technique, pardonnez-moi, mais vous savez que pendant la période d'élaboration du vin, donc pendant la vinification, on doit faire ce qu'on appelle des remontages. C'est-à-dire qu'on a un chapeau de marc qui se forme au-dessus des cuves. Le chapeau de marc, c'est la matière. Hein. Et évidemment, il ne faut pas le laisser durcir et se former parce que si vous ne remuez pas tout ça, j'essaye de le dire en termes simples, eh bien vous perdez beaucoup de caractéristiques organoleptiques du vin, notamment la couleur, les tanins, etc. Et jusqu'à présent, ça se faisait finalement en remontant le vin qui est en bas vers le haut. Donc il faut passer par des tuyaux, des pompes, etc. Et les tuyaux, il faut les manipuler. Bon. En gros, un remontage d'une cuve de 100 hectos, ça prenait 1h30. Pardon, 1h30. Et la start-up ? Et la start-up, elle a créé un outil qui, par la pulsation d'air, en quelques secondes, elle détruit le chapeau de marc et tout se mélange. Donc on a vu ça très tôt, parce qu'on est très à l'affût de tout cela. Et je peux vous dire que notre chef d'exploitation, il est aux anges, et que maintenant, les viticulteurs du coin viennent voir ce qu'on a fait, parce que c'est un gain de temps, moins de pénibilité pour le chef d'exploitation, et puis, je rajoute, moins d'eau utilisée et moins d'électricité, ce qui, évidemment, pour nous est fondamental, à la fois pour nous, pour l'exploitation, mais évidemment pour la planète. Donc voilà, il y a des choses qui sont extrêmement positives. Merci beaucoup. Je ne frustrerai personne, mais monsieur, vous apportez le micro. Je vous ai bien vu. Hein. J'ai eu peur que vous m'engueuliez en levant le doigt comme ça. Je vous avais vu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Maury. Je suis aveyronais comme vous, monsieur. Et je sais qui vous êtes, et je vous admire pour le travail que vous avez fait dans le monde de l'impression, notamment, et la famille. Voilà. Une grande entreprise d'imprimerie. Bravo à vous. Je représente 900 personnes, 6 usines, en France, en plus. Et justement, sur le plan de la transmission des savoirs, on a fait quelque chose de très original chez nous. C'est qu'on a créé un musée, mais pas un musée paroissial. C'est un musée sur 6000 mètres carrés, de tous les savoir-faire, de nos métiers, de l'imprimerie, du livre, des magazines, depuis les débuts de l'imprimerie jusqu'à nos jours. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est fantastique, parce qu'il y a 60 films, enfin, c'est extrêmement bien fait. Mais voilà une idée de continuité dans la transmission des savoirs. Et dans un métier qui est aujourd'hui pétri d'innovation, justement, on innove aussi beaucoup. On a des usines, on imprime tous les grands magazines français, Le Point, l'Express, Paris Match, etc. Bon, donc on n'est pas des ringards, au contraire. Bien mais sûr. On a un passé, et ce passé, il faut que nos jeunes savent d'où ils viennent. Tout à l'heure, M. Palti a parlé des jeunes qui étaient dans le digital, parlait de la typographie, etc. Mais c'est tout à fait ça. C'est le passé qui crée le futur. Oui, M. Maury est l'un des plus gros imprimeurs en France, des magazines, de livres également, et depuis très longtemps. Bravo à vous et à vos équipes pour ce savoir-faire. Autre question, remarque, témoignage dans la salle. Allez, je vois plein, mademoiselle, et puis monsieur ensuite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cheon Park, je suis étudiante en architecture intérieure à École Boulle. J'avais une question parce que ce que j'ai remarqué dans mes camarades, dans nos cursus, on est censé apprendre beaucoup de nouvelles technologies comme 3D et de nouveaux logiciels, on est obligatoire. Mais par contre, les années, il y a 10 ans, par exemple, on a dessiné tous les plans avec les mains et c'était plutôt manuel. Et moi, j'ai remarqué qu'on a perdu cette sensibilité beaucoup en apprenant en obligeant d'apprendre toutes ces technologies. On perd le savoir manuel, selon vous? Oui, je pense. On est, comment on dit, plus obligatoirement devoir dessiner à la main. C'est tout en digital, quasiment. Donc, je me demande si dans un secteur créatif, de création, dans cette intégration de nouvelles technologies, bien sûr, on a gagné du temps, mais est-ce que ça change notre manière de penser et concevoir? Oui.
Pardonnez-moi, je vais donner la patate chaude à Sydney, mais juste un mot, vous qui êtes dans une école de créa, justement à l'école Boulle, oui. Est-ce que vous continuez, vous, à travailler justement en tant qu'élève à la main, ou est-ce que vous servez énormément des logiciels? Bon, nous, à l'école Boulle, on oblige assez de travailler à la main. Toujours, d'accord. Oui, c'est ce qu'on est sur notre fierté. Mais en matière de design d'espace, dans notre génération, on a quand même cette pression d'avoir besoin d'apprendre les 3D, les AutoCAD, tout cette, pour suivre la tendance. Donc, oui, c'est... Merci de votre question. Sydney, comment ça impacte vos métiers de création? Alors déjà, je partage complètement avec vous. Je pense que c'est un peu triste, mais on perd en savoir-faire. Et j'ai pas aujourd'hui de solution à apporter, puisqu'il y a une logique qui est imparable, c'est que le temps d'apprentissage, il reste à peu près le même. En revanche, on multiplie les techniques. Vous allez parler d'AutoCAD ou ce genre de logiciel, donc ça demande un certain temps de formation. Et donc, il faut tout rentrer dans une boîte. Et malheureusement, ça laisse moins de place pour des savoir-faire un peu plus traditionnels. Donc je ne peux que reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le coût du designer. C'est pareil sur la création. À une époque, un spot publicitaire, ça se faisait sur planche. Il y avait ce qu'on appelle des Roffman. Ils faisaient des Roff, donc des dessins, ça ressemblait à un dessin animé. Et ça nécessitait finalement de se poser déjà, et puis d'écrire une histoire sur quelques vignettes. Et ça permettait d'aller beaucoup plus en profondeur que simplement d'avoir un slide ou des bullet points dans une présentation. Donc oui, on a forcément perdu. Alors fort heureusement, il y a des nouvelles générations qui arrivent à s'approprier ces anciens savoir-faire pour les réadapter. Alors je dois dire assez peu, mais forcément on perd en savoir au fil du temps, et peut-être que dans beaucoup d'années par rapport à maintenant, on vous dira on n'a plus le temps pour apprendre AutoCAD parce qu'on sera passé à autre chose. Donc c'est un peu le cours de l'histoire, et je pense qu'il faut un peu s'y faire. Alexandre va pouvoir vous répondre. Ça fait penser à l'exemple que nous donnait Apollonia tout à l'heure, qui était fascinant, de ce pesage en fait à la main, au toucher, et qui répondait notamment aussi à cela. Alexandre, je vous ai vu réagir. C'est vrai qu'on perd des savoir-faire au niveau, on va dire, spécifique d'une entreprise. Et je pense que si on élargit le sujet, on voit que les nouvelles technologies sont une aide qui nous amène à nous laisser aller et à nous reposer sur cette aide. On le voit par exemple sur le sujet de l'écriture, où les notes en termes de dictée, je ne sais même plus s'ils ont des dictées, ont complètement chuté. C'est-à-dire qu'on repose tellement sur les nouvelles technologies. Avant, on connaissait les numéros de téléphone de nos amis par cœur. Maintenant, on ne les apprend plus. Donc en fait, on se repose tellement sur les nouvelles technologies qu'on perd des capacités. Et c'est dangereux parce que si un jour, je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus ces nouvelles technologies, on ne saura plus faire grand-chose. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Restons éveillés. Merci pour votre question, madame. Merci de répondre. Monsieur, le monsieur derrière vous, pardon, avait la main levée depuis tout à l'heure, et je vous le donne ensuite, bien sûr. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume Hugo. Je suis photograveur chez Altavia. Voilà, donc en fait, moi, ma question, vous avez en partie répondu, et ma question, c'était est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, vous pourrez perdurer est-ce que vos groupes pourront perdurer tels quels? C'est-à-dire, est-ce que votre ambition est de transmettre aux générations futures? Ou est-ce que dans ces temps, on parle de mouvement et de tradition, et est-ce que les traditions sont un frein ou un atout pour le développement futur de vos groupes? Parce que vous êtes, pour 3 d'entre vous, vous êtes des héritiers. Et donc, est-ce que c'est une pression? Et est-ce que la tradition familiale est un frein ou un atout? Jolie question. Et vous êtes, on l'a dit aussi, Claire, héritière aussi de ce travail passé, de la terre et des savoir-faire. Apollonia, pour répondre. Alors, j'aime beaucoup votre question parce que elle fait le lien avec beaucoup des questions et des points que l'on a abordés.
j'aimerais vous proposer une image, elle est imparfaite, mais comme toute transmission, et puis la reconnaissance qu'il y a une forme de dialogue pour construire. On pourrait se dire que finalement, nos entreprises sont comme une motte de terre qu'on nous transmet, et à nous de la modeler, de nous l'approprier, pour ensuite la transmettre. Moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée lorsque j'ai pris la suite de mes parents. Ça va être quoi la marque d'Apollonia? Et ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que c'était une question d'appropriation de ma matière. Non, je ne transmettrai pas la même entreprise que j'ai reçue, et heureusement, parce qu'elle n'existerait pas. Et elle n'existe déjà plus. Poilane en 2002, c'est pas Poilane en 2022, et tant mieux. Tant mieux parce qu'il faut vivre avec son temps, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut transmettre. Il y a des choses que l'on va perdre, il y a des choses que l'on va gagner, et il faut accepter ça et de se dire que, parce que du moment qu'on nourrit aussi cette compréhension et ce savoir-faire, ce levain, pour reprendre ce lien entre fournée passé et fournée à venir, je pense que c'est ça, pour moi, ce fil rouge qui reste, où on parlait de raison d'être tout à l'heure avec Sidney, mais je pense que voilà, on est sur ces fils rouges qui vont venir alimenter l'avenir. Et il n'y a pas pour autant de trahison de l'histoire familiale. Mais la question, elle n'est même pas là. Bien sûr. La question n'est même pas là. Et je dirais que s'il y a une tradition chez Poilane, c'est de justement ne pas être figé. C'est cette question de constamment remettre les choses en question. C'est-à-dire, il y a des choses et des savoir-faire et des compréhensions que l'on nourrit, mais on va de l'avant. Et vous illustrez parfaitement ce mot de mouvement qui nous réunit ici. Pour répondre, Sidney, Alexandre et ensuite Claire. Alors clairement, je pense que c'est un atout finalement d'être une entreprise familiale, parce qu'on a encore une fois cette stabilité qu'ont pas des groupes financiers ou alors des gens qui font des coups. Alors ça peut aussi être une faiblesse de temps en temps, hein, parce qu'on peut être un peu moins agile, on peut être comme ça un peu paquebot. En revanche, on traverse le temps. Et pour répondre à ta première question, et comme tu le sais, oui, on a décidé de rester une entreprise familiale pour très longtemps, le plus longtemps possible. On rêve de devenir une entreprise centenaire. Nous, on n'a que 40 ans. On est presque à mi-parcours. Mais on y travaille. Et oui, je pense que finalement, plus les temps sont compliqués et plus il y a du mouvement, plus finalement nos entreprises sont gage de stabilité. En général, on a des bases justement financières qui sont extrêmement saines, extrêmement solides, et ça nous permet d'affronter les crises, ce qu'on a fait. Alors j'espère qu'on est à la fin, mais on est dans la communication, en tout cas, on est resté extrêmement stable pendant la crise, et malheureusement, il y a quelques confrères, ça n'a pas trop été le cas. On est ravis de vous avoir offert, monsieur, le lieu de discussion syndicale entre le collaborateur et le patron. Merci. Alexandre, pour poursuivre sur la question. Je pense qu'il y a une phrase de Jimmy Carter qui résume assez bien la situation, c'est qu'on doit s'adapter au temps qui change tout en restant fidèle à des principes immuables. Ces principes, ce sont des valeurs. Donc le produit peut être amené à évoluer, le service peut être amené à évoluer, mais les valeurs sous-jacentes et la manière de traiter nos collaborateurs, la manière, on va dire, d'accueillir le client, ça, ce sont des choses... On a la chance d'être des métiers de service. Et toutes les évolutions technologiques qui peuvent venir, même avec des robots ultra perfectionnés, alors peut-être dans très longtemps, mais ça ne remplacera pas un être humain qui vient vous accueillir à l'hôtel, qui vous reconnaît, qui reconnaît vos enfants. Donc je pense que de ce côté-là, on est plus protégé que des entreprises qui reposent peut-être moins sur le contact avec le client. Et enfin, sur le sujet des crises, évidemment, il y a la guerre en Ukraine, mais avant la guerre, il y a des guerres partout aussi ailleurs dans le monde. Simplement, elle est en Ukraine, et donc là, soudainement, ça nous choque plus. Mais regardez la carte du monde, ça fait des années et des années qu'il y a des guerres partout dans le monde. On ne nous parle pas du Yémen, on ne nous parle pas de l'Afghanistan, on a oublié, etc. Et c'est parfois bien de se le rappeler. Je voudrais laisser les deux dernières questions de la salle, une pour Thomas à la fin, et puis il y avait une question là, et Madame après. Alors les deux dernières ici et Thomas. Madame ensuite et Thomas. Question courte, réponse courte, si vous voulez bien, pour les 8 minutes 14 qu'il nous reste. Bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Félicia. Je suis étudiante en droit à Paris 2, Panthéon-Assas.
Et je suis également d'origine moldave, donc Europe de l'Est, pays limitrophe à l'Ukraine. Et c'est un pays qui a une très forte culture du vin, donc qui est inscrite dans la tradition. Pratiquement chaque famille fabrique son propre vin. Et vous voulez racheter le château de Clerc? On va faire la discussion tout de suite. Peut-être pas pour l'instant, mais en tout cas, ma question s'adresse principalement à vous, Madame Dorland-Clausel, parce que donc, tout récemment, une société, une propriété viticole qui s'appelle Château Plocar, près de la région pro-russe et limitrophe à l'Ukraine, est très récemment entrée et a été cotée en bourse au Nasdaq. Et a été beaucoup d'investisseurs ont investi parce que cette propriété a accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens. Et donc ma question serait de savoir comment cette tradition viticole, comment est-ce que vous voyez un peu cette alliance entre une coloration plus politisée ou une influence politique avec la tradition dans ce contexte très particulier. J'adore votre question, mais je vais lui interdire de répondre pendant 2 heures, parce que la question est passionnante et pourrait durer 2 heures. Et en 12 secondes 14, bien sûr, parce que les questions géopolitiques s'expédient en 12 secondes, bien sûr. Mais je veux dire que je sèche un peu, parce que, bon, d'abord, je n'avais pas vu cette nouvelle. Je ne sais pas si on peut empêcher... dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, si on pourrait empêcher un investissement on pourrait, par la réglementation, empêcher l'investissement d'un pays qui en agresse un autre, par exemple. Donc ça, je crois que c'est possible, on peut le faire. Hein. Voilà, c'est un peu ma réponse. Alors, moi, j'avais compris plutôt votre question comme étant les groupes financiers qui investissent dans le vin. Je ne sais pas si je me suis trompée. Ça peut vous convenir? Non. Alors, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Hein. Si vous regardez dans la région dans laquelle je suis, dans le Bordelais, il y a quand même... Si, il y a encore des entreprises familiales, il y a encore des domaines familiaux, mais il y a quand même beaucoup, effectivement, d'entreprises notamment prestigieuses, enfin de crus très connus, qui sont la propriété de très grandes entreprises financières. Ça enlève un petit peu d'âme parfois à ces propriétés. Quand vous allez vous promener dans le Médoc, par exemple, il n'y a plus grand monde qui y habite. Vous voyez des châteaux fermés. Bon, j'espère que je choque personne. Hein. Il y a peut-être des investisseurs dans la salle. En revanche, ils ont tellement de moyens qu'effectivement, ils peuvent arriver en fait, à réintroduire... grâce à leurs investissements, effectivement, une très belle tradition et à faire des très belles choses. Voilà. Donc je suis un peu partagée, quoi. Parfois, on est loin du... Pardon, je prends trop de temps. C'est pas ça, c'est que, en fait, je pense que la question, en effet, est très large et passionnante et la réponse pourrait l'être tout autant. Je vous laisserai poursuivre dans quelques instants. Je modère aussi le temps, pardonnez-moi. Mademoiselle, je vous l'ai promis, donc vous avez... il vous reste 8 secondes 54. Merci. Moi, ma question, c'était en tant qu'entreprise, familiale ou non, du coup, est-ce que vous préférez, face à la demande d'un collaborateur ou d'un client, rester attaché à vos valeurs ou aller vers l'innovation pour avoir, du coup, un résultat immédiat et répondre directement à cette demande? Qui répond? Apollonia. Alors, la réponse rapide, c'est que pour nous, c'est un peu la différence entre le levain et la levure. On n'a pas les mêmes effets. Quand on a un levain, c'est-à-dire un morceau de pâte de la fournée précédente, qui chez nous a 90 années et encore plus de fournées de pain qui se succèdent, on n'a pas le même goût, on n'a pas la même qualité, on peut accélérer plein de processus, mais on le fait au détriment d'autres choses. Donc c'est des choix. Et je ne dis pas qu'une solution est meilleure qu'une autre, je dis que différentes situations appellent à différentes choses. Mais clairement, je me positionne et mon entreprise est plutôt une entreprise du temps long et une appréciation du temps long. Le temps long comme celui que l'on apprécie dans ces débats, ça nous arrive tellement rarement que je trouve appréciable que l'on ait pu avoir 2 heures pour le faire. Thomas, c'est vous qui avez préparé avec vos camarades, je vous remercie. C'est vous qui allez poser la dernière question. Vous sentez venir ma pression, il ne faut pas qu'elle appelle des réponses de 3 heures. Du coup, c'est un peu ça le problème, mais j'essaie du coup pas vous en demander trop sur celle-là.
Rapidement, est-ce que vous trouvez qu'en tant qu'entreprise qui s'est transmise ou vous bientôt transmise, enfin bientôt, non, pas pour des raisons, est-ce que vous trouvez que la législation sur les successions a bien progressé ou il y a bien mieux à faire encore? Alors je parle surtout des taxes. En un mot, dites qu'on peut mieux faire, non? Dites-nous-le. Non, allez-y. Alexandre? Si on veut continuer à ce que des entreprises centenaires françaises passent aux mains d'étrangers, changez rien. Merci Alexandre. Mais évidemment. Il suffit de voir le nombre d'entreprises familiales qui sont obligées de vendre leurs entreprises parce qu'elles ne peuvent pas payer les droits de succession. Voilà. Donc ça fait que les entreprises, de plus en plus, elles sont aux mains de capitaux étrangers. Vous avez bien plombé le moral avec votre question à la fin. Ah oui, peut mieux faire, oui, peut mieux la faire. La réponse est là. Je voudrais inviter nos intervenants à nous offrir le dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne entre tradition et mouvement? Tous les beaux exemples que vous avez partagés, de ce que vous incarnez les uns et les autres, vous voulez que l'on reparte avec quoi, nos publics qui sont venus vous écouter attentivement? Apollonia. Un savoir-faire en mouvement. Savoir-faire en mouvement. Alexandre. Ah oui, patate chaude jusqu'au bout. Ah oui, là, compliqué, là. Ce que j'ai envie de dire, si les gens partagent ce que j'ai exprimé ou ne le partagent pas, moi, le dialogue et l'échange, je pense que c'est ce qui fait progresser. Et on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et ça en était l'exemple autour de cette table grâce à vous. Merci Alexandre. Sydney. Non, moi je dirais que s'il y a une conclusion, en tout cas de mon côté, c'est que tradition et mouvement ne sont pas du tout antinomiques et que c'est une erreur d'essayer de les opposer. Donc je pense qu'on peut tout à fait progresser, avancer, tout en respectant les traditions. Claire. Son dernier, c'est toujours compliqué, parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je crois qu'effectivement, c'est les deux côtés d'une même... ça va ensemble, quoi. Ça va ensemble et on doit continuer à les travailler ensemble. Et Alexandre disait, mais quand on passe en premier aussi, c'est compliqué. Je voudrais qu'on remercie vos invités. Merci mesdames, merci beaucoup messieurs. Applaudissez-les. Merci. Permettez-moi, parce que c'est primordial, et ça c'est ma tradition, parce que le mouvement c'est remplacer Michel Drucker dans 40 ans, mais la tradition c'est de s'y préparer depuis 40 ans. Je voudrais ensemble qu'on remercie, puisque c'est le dernier débat, enfin la dernière tranche de débat, qu'on remercie ensemble Thomas qui représente tous les étudiants, les équipes de la Cité, les belles équipes techniques, au son, à la lumière, à la vidéo. Vous pouvez vraiment les applaudir. Merci. Merci aux copains, les copains de RIDIS qui nous accompagnaient dans cet événement. Et merci pour le plaisir que j'ai eu d'être avec vous en tant qu'éternel étudiant. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, soyez joyeux, c'est ce qui nous reste.